Très bien. Et bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Donc merci d'être... Non, vous n'entendez pas. Et là, c'est mieux ? Oui. À peine mieux. Oui ? C'est bon. Alors donc, merci d'être présent. On va donc ouvrir cette nouvelle table ronde sur la question, cette fois-ci, du partage de l'eau. Donc un sujet d'actualité avec des perspectives qui sont pas forcément réjouissantes, mais on va essayer de mettre un peu d'espérance quand même dans tout ça. Donc au début de l'année 2026, l'ONU a déclaré la planète en faillite hydrique. On parlait de crise de l'eau, maintenant ça ne suffit plus, il est question de faillite, une faillite qui n'est non résorbable, puisque donc on a des prélèvements d'eau par les activités humaines qui excèdent les capacités de renouvellement d'eau. Oula, tout va bien. En somme, l'ONU nous dit qu'on vit au-dessus de nos moyens hydrologiques. On a des sécheresses, on a des mauvaises récoltes, on a un rationnement de l'eau, des incendies, voilà, des choses qui sont bien concrètes et qui, sur ce département des Pyrénées-Orientales, qui est le plus sec de France, les habitants l'expérimentent tout particulièrement, puisque de 2022 à 2024, on n'a pas eu une seule goutte ou presque qui est tombée sur le département, et malgré les précipitations du printemps, on a encore beaucoup de restrictions sur le territoire. Alors dans un monde donc aux ressources limitées, le sujet de l'eau, c'est un sujet de tension. On peut regarder un cas pratique du territoire, c'est le projet d'adducteur qui est destiné à sécuriser l'irrigation dans la vallée de la Glie. On a en aval des arboriculteurs qui le réclament évidemment, qui veulent pérenniser leur activité agricole, et puis en haut on a des habitants, des maraîchers qui s'inquiètent pour leurs ressources. Et donc qui a raison ? Les enjeux sont complexes, il y a les besoins à court terme, l'eau du robinet, l'agriculture, la production énergétique, les industriels, avec derrière aussi la question évidemment de l'emploi, et puis il y a aussi les enjeux de long terme, la dette écologique, la préservation des milieux naturels. Alors, on va se demander si le dialogue est possible entre ceux qui veulent maintenir des modèles qui sont gourmands en eau, en ressources, et puis ceux qui plaident pour une gestion qui est plus sobre, plus équitable. Voilà, on va essayer de voir si le dialogue est là, s'il est possible ou si le conflit est inévitable. En tout cas, nous, on va essayer de mettre du dialogue dans tout ça. On gardera de la place pour des questions du public à la fin. Et donc, pour en parler de tous ces sujets, pendant 1h30 que nous avons devant nous, nous serons avec Yamina Saeb. Bonjour Yamina, vous êtes... on vous voit sur l'écran, vous êtes avec nous depuis Paris. Donc, vous êtes ingénieure et docteur en énergétique, experte du GIEC. Bonjour et bienvenue à distance. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Simon Porcher, donc vous êtes directeur de l'Institut d'économie de l'eau et auteur de Nous sommes faits d'eau aux éditions Conducteur, donc qui est paru tout récemment, je crois. Donc le livre est ici. Et bonjour, merci d'être ici. Et Nicolas Salnick, vous êtes journaliste indépendant, vous travaillez notamment pour Libération. Vous êtes auteur des Assoiffeurs aux éditions Les Liens qui libèrent, avec Fabien Benoît en co-auteur. Et donc, je crois que le livre est sorti aussi tout récemment. Alors, pour commencer, peut-être un état des lieux sur cette crise de l'eau, qui est bien réelle. Les chiffres, bon, vous le savez, sont plutôt déprimants, mais bon, les exposer, c'est aussi un exercice de lucidité qui est nécessaire. Est-ce que, Nicolas, pour commencer, vous pouvez nous faire donc un petit état des lieux aujourd'hui en France et dans le monde ? Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eau en ce moment ? Peut-être pour donner une idée, les chiffres, il faut les replacer dans le contexte annuel. C'est-à-dire que ce qu'on anticipe, c'est qu'il va à peu près pleuvoir autant toute l'année, mais ça sera plus concentré l'hiver, plus concentré sur certaines régions, et puis les étés seront plus longs, plus secs. C'est-à-dire que les canicules qui se multiplient, on en a eu 4 fois plus ces dernières années que dans les 30 précédentes, etc. Vous en savez quelque chose, on ne vous apprend rien quand on vient ici. Mais ces canicules, elles vont en moyenne durer 4 mois, là où avant elles duraient 2 mois. Ça, c'est peut-être, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, on peut dire que d'ici 2050, 90% du territoire sera soumis à des tensions hydriques, que ces dernières années, plus de la moitié des territoires français avaient des restrictions des usages de l'eau, etc. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut aussi se demander, c'est quelles sont les dynamiques, les réponses qu'on peut observer qui se mettent en place pour les usages de l'eau. Et globalement, il y a 2 types de réponses qui peuvent exister. Et je pense que c'est un peu là-dessus qu'on va tourner, j'imagine, pendant l'heure et demie de discussion. Il y a ceux qui vont nous dire, puisque l'eau va être disponible à des moments plus concentrés, il faut la stocker. C'est toute cette question avec les réserves agricoles, les bassines, les canaux, etc. Et les autres qui vont plutôt proposer, puisque l'eau va moins bien être répartie dans l'année, il faut faire en sorte de la stocker
dans le sol, de ralentir le cycle de l'eau. Et ça, c'est une manière un peu différente de concevoir cette question-là. C'est-à-dire que quand on fait du stockage artificiel, comme typiquement là pour l'une des bassines qui est en projet pour faire de la neige de culture pas très loin d'ici, ce qu'il se passe, c'est qu'on la préserve, on la prélève du milieu et puis on la met dans un trou dans lequel on a mis une bâche et là elle sera disponible pour nos besoins. L'autre idée, c'est de dire on va essayer de privilégier les écosystèmes, les zones humides, de remettre des méandres pour que l'eau s'écoule moins vite, de remettre des haies, etc. Et ça, c'est une conception que les agronomes qualifie plutôt de tentative de ralentir le cycle de l'eau plutôt que d'essayer de le maîtriser de part en part. Merci. Yamina, quand je vous ai appelé pour préparer un petit peu ce débat, je vous ai dit on va aussi parler de manière macro et aussi peut-être un peu de ce département des Pyrénées-Orientales, du pourtour méditerranéen. Vous m'avez dit c'est une région qui sera certainement dépeuplée à l'avenir. La sentence, elle est dure à entendre. Vers quoi on va? On va manquer d'eau? C'est quoi l'avenir ici? Alors, l'ensemble du pourtour méditerranéen est défini d'un point de vue climat comme un hotspot climatique. Ça veut dire que c'est une zone très vulnérable qui subit déjà de plein fouet les changements climatiques, qui va connaître plus de sécheresse, beaucoup moins d'eau. Et donc, c'est une zone où aujourd'hui, nous sommes dans une zone agricole, où il y a de la production agricole. C'est une zone où il y aura de moins en moins de production agricole. Donc, il est fort à parier que dans les années à venir, et tout est en train de s'accélérer, que cette zone-là, comme toute la main-d'œuvre qui est liée à l'agriculture, ne restera pas là-bas dans un premier temps, mais ensuite il y aura comme il y aura un manque d'eau réel, même de l'eau potable pour les habitants, et donc c'est une zone à long terme. En fait, tout le pourtour méditerranéen sur le long terme est amené à être dépeuplé, à moins que l'on agisse en amont aujourd'hui pour éviter justement, pour limiter les dégâts du hotspot. Merci beaucoup. Les dégâts, ils sont déjà là, on l'a vu, et on a déjà des victimes de ce manque d'eau. Simon Porcher, est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama de ces premières victimes du manque d'eau en France? La question de la précarité par rapport à l'eau et peut-être même au-delà? Oui, en fait, il y a déjà 2 victimes dont on n'entend pas beaucoup parler parce qu'elles ne peuvent pas bien s'exprimer. La nature, donc tous les milieux naturels, les milieux aquatiques sont très frappés par le manque d'eau, mais ils ne s'expriment pas directement. Alors évidemment, nous, on peut exprimer les mots de la nature dans les 2 sens du terme, les mots, mais c'est quand même compliqué et on tend à avantager les usages humains. Et puis les générations futures, parce qu'il y a quelque chose en fait, il y a un sujet d'adaptation, il y a quelque chose à prévoir en matière de gestion de l'eau, et souvent les générations futures ne sont pas bien prises en compte dans l'équation. Donc ça, c'est les 2 victimes silencieuses. Ensuite, quand on regarde aujourd'hui les activités qui sont les plus touchées, évidemment l'agriculture, parce que sans eau, on ne peut pas produire en agriculture. Et puis, il y a beaucoup moins de solutions possibles en matière d'économie d'eau dans l'agriculture que dans l'industrie, par exemple. Je pourrais en revenir en détail dans les solutions technologiques, mais c'est quand même un peu plus compliqué de s'adapter quand on fait de la production agricole que quand on fait de la production industrielle. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est important, qu'on oublie, même si en France, quasiment tout le monde a un robinet, il y a quand même 300 000 personnes en métropole qui n'ont pas accès à l'eau, qui sont sans domicile fixe et donc qui n'ont pas accès à l'eau. Et là, la fontaine peut les sauver. Et il y a des villes qui remettent en place des fontaines. On le voit sous la chaleur, on a besoin évidemment de s'hydrater, mais pour certains, on n'a pas du tout un accès continu à l'eau potable. Et puis aussi penser à nos territoires ultramarins, où là on a aussi 200 000 personnes en tout qui n'ont pas accès à l'eau potable de façon régulière et avec des coupures d'eau très régulières. Quelque part, en fait, on voit le futur de la France métropolitaine en regardant les territoires ultramarins, parce qu'on a des coupures d'eau très régulières et puis des conflits qui sont beaucoup plus importants autour de la gestion de l'eau. Merci. Alors l'eau, donc une ressource qui est rare et de fait qui est difficile à partager. Alors il semble que certains acteurs, eux, tirent peut-être un peu mieux leur épingle du jeu, puisque, Nicolas Salnick, vous nous dites, ils ont réussi à se l'accaparer, cette ressource. Vous les appelez les assoiffeurs dans votre livre, et vous décrivez une égalité dans l'accès à l'eau qui est mise à mal par les intérêts économiques. Donc vous en citez 4 catégories. Les pompiers pyromanes, qui sont ces entreprises plutôt spécialisées dans la dépollution, les agriculteurs, donc qui ne sont pas tous victimes, et les entreprises du data, et également les entreprises de la mise en bouteille. Est-ce que ces entreprises, vous pouvez nous raconter comment elles ont réussi à imposer leurs besoins, et peut-être pour mieux comprendre
aussi nous préciser leur poids dans la consommation d'eau. C'est l'élément qu'il faut avoir en tête éventuellement, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes usages. Et on parlait sur la table ronde précédente de je ne sais plus à quel moment l'État avait demandé qu'il faille fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents, comme si ça allait être en fait la réponse à la crise de l'eau. Non, en fait, c'est pas ça les enjeux. Si on regarde les ordres de grandeur, on s'intéresse au secteur agricole parce que c'est 58% des prélèvements d'eau, enfin de la consommation d'eau en moyenne, ça monte à 85% l'été sur certains territoires. Et là-dedans, il faut rappeler que c'est pas toute l'agriculture, que ce sont certains agriculteurs, principalement ceux qui font de l'irrigation. C'est 7% des surfaces agricoles, donc en fait 93% des agriculteurs ne font pas d'irrigation. Déjà, c'est un chiffre qu'il faut avoir en tête. Et là-dedans, on voit qu'il y a toute une typologie d'acteurs agricoles qui ont plus ou moins de consommation, qui ont des pratiques différentes. Peut-être, moi, je voudrais juste dire un truc sur cette idée qu'on manque d'eau. C'est un petit peu ce qu'on questionne au sortir de cette enquête. C'est-à-dire que c'est pas l'eau qui manque un peu par magie, miraculeusement. C'est-à-dire, en effet, il y a des acteurs qui ont une utilisation d'eau conséquente. On a des prélèvements qui sont trop conséquents. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est l'ONU qui, dans ce fameux rapport sur la faillite, nous dit en fait c'est les usages qui ne sont pas soutenables. Et le commissariat au plan nous dit aussi qu'il va falloir changer les usages et la sobriété. Et on peut continuer à parler du manque d'eau, etc. Mais ce qu'il faut mettre vraiment en question, c'est cette question des usages. Pourquoi est-ce qu'on utilise de l'eau? Et est-ce qu'on est capable de choisir, nous, collectivement, voilà, on veut bien que l'eau soit utilisée à cette fin ou à cette autre fin. Par exemple, si on prend le secteur agricole, si on commence par eux éventuellement, il faut rappeler que si l'eau est utilisée massivement pour irriguer du maïs, ce maïs, 2 à 4% des surfaces agricoles de maïs servent à faire du maïs doux, ce qui est celui qu'on mange. Tout le reste, c'est pour de l'élevage ou marginalement pour des usages industriels. Donc là, ça questionne un premier point. Après, le maïs à destination du bétail part énormément pour l'export. Donc est-ce que ça remet en question ce qu'on entend autour de la souveraineté alimentaire typiquement? Et en fait les mêmes questions se posent sur les autres catégories d'acteurs. Est-ce qu'on a envie de privilégier un moment où on va devoir fermer la possibilité d'avoir de l'eau au robinet ou continuer à produire des semi-conducteurs pour faire de l'intelligence artificielle? Ces choix-là, en fait, c'est pas un manque d'eau qui nous tombe dessus, c'est-à-dire que c'est des choix de société qu'il va falloir qu'on fasse. Et pour le moment, ça on y reviendra peut-être plus tard sur la question de la démocratie de l'eau, mais pour le moment, on a du mal à peser sur ces moments où faire des choix collectifs. Alors nous, on a du mal à peser, ou en tout cas les défenseurs de cette pensée-là. Par contre, ceux qui n'ont pas de difficulté à peser, ce sont justement ces assoiffeurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ils ont fait pour avoir justement être dans cette logique d'accaparement? Oui, tout à fait, c'est la question, pardon, j'ai oublié. En fait, ce qu'on a regardé, c'est différents types d'acteurs privés qui utilisent beaucoup d'eau, et ce qu'on voit, c'est que tous, finalement, ont un peu la même manière de s'assurer un accès à l'eau. C'est-à-dire qu'ils se construisent petit à petit un cadre dérogatoire pour avoir accès à l'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas illégal, mais ils ont réussi à façonner différentes clauses dans la loi pour pouvoir avoir accès à de l'eau, quand nous, par ailleurs, devons se serrer la ceinture ou fermer le robinet. Un exemple, si on prend toujours cette question de l'agriculture, on a vu émerger pendant ces 3 ans d'enquête un mot-clé qui est l'intérêt général majeur de l'agriculture. Et ça, en fait, c'est ce qui a été porté par un petit syndicat qui s'appelle Irrigants de France, qui est en fait le lobby spécialisé de la culture du maïs, qui est le lobby lui-même spécialisé de la FNSEA, qui est le lobby de l'agriculture majoritaire. Donc pour vous refaire l'idée, c'est un peu un jeu de poupées russes. Il y a le syndicat agricole majoritaire qui a sa structure pour le maïs, qui a sa structure pour l'irrigation du maïs. Donc eux, ils sont capables de peser sur des lois. Ils ont notamment fait entrer dans la loi du plomb, dont on parlait tout à l'heure, qu'on connaît beaucoup pour cette question des pesticides et à laquelle on pense assez peu pour la question de l'eau, la question de l'intérêt général majeur de l'agriculture. Qu'est-ce que ça fait ce truc-là? C'est qu'en France, depuis 2006, on a une loi qui instaure une hiérarchie des usages de l'eau. L'eau, elle doit d'abord servir à ce qu'on puisse la boire pour la santé humaine, puis à protéger les milieux, pour que la rivière et toute la ripisylve, etc. ne crèvent pas, puis pour les usages économiques. Ce qu'on voit, c'est que déjà dans un cadre où cette hiérarchie est fixée dans la loi, assez souvent, on fait quand même privilégier l'intérêt économique en disant là, c'est compliqué pour le cours d'eau, mais si on ne puise pas, cet agriculteur va faire une mauvaise récolte, ça va être compliqué économiquement pour lui. Là, depuis septembre 2025, où c'est rentré dans la loi, l'intérêt économique est mis sur le même plan systématiquement que les autres intérêts. Et donc ce qu'on comprend, c'est qu'à l'avenir, ça crée un cadre qui permet de privilégier les intérêts des grands agriculteurs qui vont vouloir irriguer. Et en fait, la problématique, c'est que ce ne sont pas les seuls à avoir eu cette bonne idée. Le secteur du numérique
a fait la même chose, avec notamment les projets nationaux d'intérêt majeur, et le secteur de l'eau en bouteille peut parfois, dans certaines exploitations, faire à peu près la même chose avec ce qu'on appelle des plans d'utilisation rationnelle de l'eau. Donc le partage s'en retrouve biaisé. Simon Porcher, est-ce que vous partagez, vous, ce point de vue, est-ce que vous voyez ce mécanisme d'accaparement? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé? Et est-ce que, avec ce constat ou pas, est-ce qu'on peut encore parler de bien commun aujourd'hui de l'eau? Oui, l'eau bien commun, c'est l'eau qui est en ressource. La ressource naturelle qu'on voit qu'on voit dans les rivières qui coulent, qui est stockée dans les nappes, c'est le bien commun. Mais effectivement, comme c'est un bien commun, on a toujours cherché à se l'accaparer de manière à se le privatiser en fait. Donc, quand on construit un stockage, une méga-bassine par exemple, c'est une manière de donner accès à certains acteurs à une ressource qui était à la base commune, mais une fois qu'elle est sortie de sa nappe, elle est stockée et là, elle appartient à ceux qui ont construit l'infrastructure. C'est un peu pareil. En fait, on cherche toujours à se l'accaparer. C'est pareil que des piscines, sans que ça soit forcément négatif. Mais quand on met de l'eau dans un bassin privé, c'est évidemment qu'on a besoin de se rafraîchir. Super, peut-être que vous partez pas en vacances, vous avez des petits-enfants, vous avez besoin de les accueillir, vous avez besoin qu'ils puissent se rafraîchir, mais vous êtes accaparé quelque part de l'eau. Pareil, quand on va la mettre dans une gourde, en fait, on se l'accapare de manière à être sûr d'en avoir besoin. Donc on a toujours ce réflexe de se l'accaparer quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est un réflexe qui est quasiment ancré dans notre ADN. J'ai envie de dire, parce que historiquement, on a toujours cherché à se mettre à côté des sources d'eau. C'est pour ça que toutes les villes, tous les grands empires se sont construits en bord d'eau, si je puis dire. Ce sont des mondes de berges. Mais en même temps, nous-mêmes, on a ce réflexe de soif qui nous dit qu'il faut boire. Et finalement, on nous a toujours poussé à privatiser, à s'accaparer, à mettre de côté de l'eau pour nous. Et ça, on le retrouve beaucoup dans les activités économiques, où là, effectivement, dès que je fais sortir de l'eau, que je la stocke à un endroit, en fait, c'est pour l'utiliser pour ceux qui ont construit l'infrastructure, qui l'ont payé, et c'est une manière de se détourner de cette notion de bien commun. Après, je reviens juste sur la hiérarchie des usages. Effectivement, ce qui est prioritaire, c'est l'usage humain, donc boire, aussi la santé publique, la sécurité civile. Ne pas oublier qu'on a besoin d'eau pour éteindre les feux. Et donc ça pose des problèmes, parce que quand on va la stocker quelque part, à un endroit qui est privé, est-ce qu'elle est ouverte vraiment pour que les pompiers puissent la prendre? Alors normalement oui, mais ça pose quand même des vraies questions juridiques. Et puis ensuite viennent les milieux naturels et ensuite toutes les activités économiques. Et en premier, souvent on met l'agriculture, parce qu'évidemment là on a besoin d'eau pour produire, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que quand je nettoie un jean avant de le vendre, dans le processus de lavage des vêtements par exemple, là je peux réutiliser plusieurs fois la même eau. En agriculture, une fois que j'ai envoyé de l'eau sur une plante, je ne peux plus la réutiliser cette eau. Elle est absorbée par la plante. Et c'est là que je vous disais que c'est un peu différent et plus difficile pour les agriculteurs souvent de faire des économies que pour les industriels. Il y a aussi une raison politique, les industriels n'envoient pas du foin généralement sur les préfectures, mais ça c'est un autre débat. Donc, si je comprends bien, nous sommes tous un petit peu des accapareurs. Il va falloir ajouter des chapitres au livre, mais bon, peut-être certains sont plus efficaces que d'autres. Quel regard, Yamina, portez-vous sur cette situation? Est-ce que, dans un monde où les ressources sont limitées, nos institutions sont en capacité de réguler les appétits, notamment des grands groupes privés? Merci. J'aimerais revenir un petit peu sur le point précédent dans la hiérarchisation. Donc, on parle souvent de l'agriculture. Pour comprendre pourquoi est-ce que l'agriculture est considérée comme prioritaire, elle arrive à s'accaparer une partie de l'agriculture, à s'accaparer une partie importante de l'eau, et il faut remonter aux années 50, il faut remonter à la politique agricole commune. En fait, pour comprendre la question de l'eau, on est obligé d'aller, ou de la hiérarchisation de l'utilisation de l'eau, à la politique agricole commune, telle qu'elle a été designée dans les années 50. C'est un monde que nous, on n'a pas connu. J'imagine que personne dans cette salle n'a connu. Peut-être juste quelques-uns, je ne vois pas la salle, désolé. Et donc, à ce moment-là, nous n'étions pas du tout, point de vue écologique, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et la politique agricole commune, enfin, ces agriculteurs-là qui s'accaparent, c'est un pourcentage très faible d'agriculteurs, en fait, qui s'accaparent une quantité importante de l'eau, ils sont protégés par ce qui a été écrit dans ce qui est devenu plus tard le traité européen qui avait été conçu dans les années 50. Et donc la seule façon de régler ce problème-là de hiérarchisation, c'est de réouvrir le traité, en fait, de changer la politique agricole commune. Sinon, on n'y arrivera pas. Et pour faire ça, nous sommes obligés de passer par une révision du traité européen, ce qui est considéré aujourd'hui comme un no-go, étant donné l'expérience qu'on avait eue avec le rejet en France, etc. Mais je pense que la révision du traité va venir, elle va s'imposer à nous, non
non pas pour des raisons de l'eau pour protéger les citoyens, mais pour des raisons géopolitiques, parce qu'aujourd'hui, le traité tel qu'il a été fait ne permet pas de protéger l'Europe dans le monde dans lequel nous sommes. Un autre point aussi, c'est qu'on parle souvent de l'eau comme un bien commun, mais en fait, dans le droit français, l'eau n'est pas un bien commun. Lorsque vous regardez la loi sur l'environnement, la loi sur l'eau qui découle du Code de l'environnement, si mes souvenirs sont bons, ce qui était écrit, c'est que l'eau est un patrimoine commun de la nation. Sur le plan juridique, c'est pas la même chose du tout, hein. Donc c'est pas du tout la même chose. Après, pour votre question, est-ce que nos institutions sont organisées pour régler ce problème-là? Je pense qu'aujourd'hui, les institutions sont défaillantes sur tous les points, pas juste celui-là. Autrement, on ne serait pas dans cette situation. On n'aurait pas eu la canicule que nous avons aujourd'hui. J'aurais pu venir sans avoir peur de tomber malade, de m'évanouir dans le train. C'est pour ça que je ne suis pas venue, parce que je m'évanouis quand il fait trop chaud. Et donc, nos institutions, elles sont défaillantes. Ensuite, il faut chercher une solution. Enfin, ça, c'est un constat. Dans tous les pays, et surtout dans les grandes démocraties, les institutions sont défaillantes. Donc, il faut chercher d'autres solutions. Et les seules solutions qui arrivent à porter leurs fruits, c'est l'organisation citoyenne, des organisations citoyennes qui arrivent à organiser la gestion de l'eau. Vous savez, Elinor Ostrom, quand elle s'est inspirée, quand on parle de biens communs, c'était des petites communautés, c'était pas à notre échelle, mais aujourd'hui, il y a des modèles, par exemple, je pense que c'est la ville de Lyon qui a organisé une espèce d'assise citoyenne de l'eau. Il y a des choses comme ça. La ville de Paris, il me semble qu'elle a organisé convention citoyenne de l'eau, quelque chose, ou convention sobriété de l'eau, quelque chose comme ça. Alors, c'est pas suffisant, ça commence à se mettre en place. Le souci que l'on a, c'est que c'est dans l'urgence que l'on doit trouver une solution dans laquelle on doit lutter contre, si vous voulez, on doit lutter contre les dégâts écologiques que nous avons causés. Merci beaucoup. On reviendra sur les solutions tout à l'heure. Sur le système actuel, sur le fonctionnement actuel, la gouvernance de l'eau à la française a souvent été érigée comme un modèle. Est-ce que, Simon Porcher, vous pouvez un peu nous expliquer son fonctionnement et nous dire pourquoi aujourd'hui elle est à bout de souffle, ou sinon en tout cas qu'elle a certaines limites? Oui, dans les années 1960, on a créé un modèle magnifique. En fait, on était très en avance en matière de gestion de l'eau parce qu'on a compris qu'il fallait gérer l'eau par bassin hydrographique. Donc déjà, ça respecte aucune frontière administrative traditionnelle française. On n'est pas au niveau du département ou de la région pour gérer l'eau comme ressource. On la gère par bassin, donc bassin d'écoulement de l'eau vers la mer. Et ensuite, on a créé des institutions où les différents usagers se rencontrent. Donc on a ce qu'on appelle des comités de bassin, qu'on surnomme Parlement de l'eau, avec tous les usagers économiques qui sont représentés, agriculture, industrie, énergéticiens, mais aussi des représentants des politiques de différents niveaux, régionaux, départementaux, communaux, des représentants de l'État. Donc tout le monde se rencontre au niveau du bassin pour discuter de l'évolution de la gestion quantitative et qualitative de l'eau. Mais on est quand même en France. Et donc en France, l'État central a du pouvoir, donc tout le lobbying, si je fais très simple, se passe au niveau de l'État central. Donc, ce qui fait que parfois des décisions locales ou des consensus locaux sont détricotés après au niveau national par des lois, par exemple, parce qu'il y a du lobbying qui s'effectue et donc et finalement l'État intervient d'une manière et de plus en plus via les préfets en plus de manière à détricoter ce qui a pu être décidé au niveau local. Donc ça pose un premier problème. Un deuxième problème, c'est que la gestion de l'eau a été créée dans les années 1960. Si je fais très simple, elle a été créée en période d'abondance, avant tous les effets qu'on peut observer aujourd'hui du réchauffement climatique. On a laissé de côté les citoyens, on n'a pas bien représenté les milieux naturels, ça s'est un peu amélioré dans le temps, mais on ne consulte jamais les citoyens directement sur l'eau. Est-ce que vous, on vous a déjà consulté sur le prix de l'eau dans votre commune? Est-ce qu'on vous a déjà demandé si vous vouliez, si vous préférez des méga-bassines ou si vous préférez qu'on prolonge Aquadomicia pour avoir de l'eau chez vous? Par exemple, non. Donc là, il y a un vrai... Ah, si, voilà, donc la démocratie de l'eau est en place, mais il y a un vrai problème de représentation des citoyens d'une manière générale. Ce qu'essayent de faire certaines villes avec des comités citoyens, j'en ai rencontré, ce qui est absolument génial, mais il y a parfois des maladresses. Moi, les comités citoyens que j'ai rencontrés, c'était l'année dernière, 3 mois avant les élections. Donc on les fait discuter, puis à la fin on leur explique que peut-être que ça ne sera plus le même maire, qu'on se reparlera en septembre ou en octobre des décisions qui ont été prises. Donc ça, c'est aussi très compliqué pour les citoyens. Et puis il y a un manque de représentation de la nature. Et donc certains s'organisent pour donner des droits aux rivières ou pour donner la personnalité vivante à des cours d'eau ou à des rivières de manière à mieux les représenter.
Parce qu'ensuite, une fois qu'on donne un droit et des devoirs aux rivières, si notre eau du robinet est polluée, on pourra dire c'est de la faute de la rivière, et la rivière pourra se retourner et dire c'est de la faute de l'industriel qui l'a pollué. Donc ça crée en fait une chaîne de responsabilité qui permet de résoudre certains problèmes. Mais on voit qu'il y a une demande citoyenne, pour faire très simple, au niveau local, hein, ça s'organise, et si on laisse les citoyens en dehors du système de décision, bah forcément ils vont s'organiser différemment, et en fait on risque de désaccorder encore plus les instruments de la politique de l'eau en France. Alors le citoyen, on ne lui demande pas toujours son avis, mais des fois il le donne et il mène des actions quand il n'est pas d'accord. Nicolas, peut-être vous voulez réagir à ce qui a été dit, puis j'aimerais bien qu'on évoque l'exemple de Montagnac dans l'Hérault, puisque je me suis fait la promesse qu'à chaque fin de partie, on aurait une petite touche positive, donc c'est le moment positif. Alors, ouais, Montagnac, j'y étais hier. C'est une petite ville pas loin d'ici, un peu à l'ouest, si je ne me trompe pas, de Montpellier. Ce qui s'est passé, c'est que là-bas, le conseil municipal a cédé, sans en avertir la population, encore une fois on retombe sur la question de l'information, une source de très très bonne qualité, un forage qui descend à 1500 mètres, au groupe Alma qui fait les bouteilles cristallines. Et cristalline, ça peut être utile de rappeler que c'est le bien alimentaire le plus vendu en France, le pack de 6 bouteilles d'eau de cristalline. Et donc, moyennant cette somme, Cristalline obtenait le droit de construire une usine qu'elle allait exploiter jusqu'à, d'après les chiffres, encore une fois, ça c'est des extrapolations parce que Cristalline ne donne pas les chiffres, jusqu'à 1,5 million de bouteilles d'eau par jour. Dans un endroit où en fait le village de Montagnac n'a plus d'eau au robinet plusieurs mois par an. Les canaux de Montagnac sont à sec. On est dans une région viticole où les vignes sont en train de crever et qu'on tire notamment ce fameux aqua domitia pour le soleil, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça, c'est vraiment le truc un peu systématique. Si je vous fais le portrait hyper caricatural, c'est la situation de Vittel qui est possédée par Nestlé, donc dans les Vosges, peut-être cette eau que vous avez bu par moment. Là, Nestlé en fait a tapé tellement dans les nappes qu'à un moment, il n'y avait plus d'eau pour les habitants de Vittel, et leur solution ici, c'était de tirer un aqueduc sur 20 km pour alimenter en eau les robinets des habitants de Vittel, pendant que l'usine de Nestlé continuait de taper dans la même nappe. Et c'est vraiment cette espèce de truc où on voit qu'à chaque fois, on va poursuivre un certain modèle sans remettre en question, comme je disais tout à l'heure, la question des usages. Montagnac, ils ne se sont pas laissés faire, et donc ce qu'ils apprenaient hier, par une décision du tribunal administratif de Toulouse, c'est que la vente était annulée. Donc le groupe Alma va devoir attendre un petit peu avant de pouvoir exploiter cette nappe. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que notamment elle avait été vendue pas assez cher, mais il y a aussi la question de à quoi elle va servir cette eau, qui était dans la motivation du jugement. Et donc là, c'est l'un des premiers endroits où on voit que en fait, ce modèle qui consiste à puiser quelque part, prendre de l'eau, la mettre dans une bouteille et puis la revendre à 700 km peut-être, ou peut-être de l'autre côté des frontières, commençait à être remise en question. Donc c'est plutôt une victoire. Bravo à eux. L'eau est rare, mais certains ont des solutions. Et l'actualité et le débat public sont souvent percutés par de nouveaux projets qui visent à pallier le manque d'eau. Alors ce sont des projets qui visent à être plus performants dans la gestion, voire être plus performants que la nature elle-même. Les méga-bassines, on parle souvent des méga-bassines, il y a un peu plus rarement la désalinisation. Ici, vous êtes au courant de projets de réutilisation des eaux usées traitées, qui sont d'ailleurs d'actualité, puisque la ministre de la Transition écologique était aujourd'hui présente pour inaugurer une infrastructure de ce type. Dans le département, on a un autre sujet, tu en as parlé Nicolas, qui fait beaucoup débat, c'est l'extension de l'Aqua Domitia. On parle aussi de l'agriculture ultra connectée ou 4.0, une agriculture qui pourrait être capable de limiter les intrants grâce à la technologie et donc de limiter la consommation en eau. Également des innovations en matière de dépollution. Bref, faut-il se réjouir de toutes ces techniques ? Est-ce que c'est là que se trouvera le salut par la technologie ? Voilà, la question est posée. Et peut-être pour commencer, Yamina, les méga-bassines, en tant qu'expert du GIEC, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet ? Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une fausse solution ? Alors, dans le rapport du GIEC, les scientifiques considèrent que les méga-bassines relèvent de ce qu'on appelle la maladaptation. Parce que on stocke de l'eau en surface,
Donc il y a de l'évaporation, donc on a de l'eau qui est perdue et puis on prend donc de l'eau des autres usages. Donc c'est considéré par les scientifiques comme étant une solution de maladaptation. Du coup, une maladaptation, il faudrait plutôt l'arrêter. Mais les mégabassines, encore une fois, elles sont liées à quoi? Elles sont liées à cette agriculture intensive qui est protégée par la politique agricole commune. Donc on revient encore au même problème, il faut remonter à la source. Et c'est ça qui ne va pas dans les solutions que l'on trouve aujourd'hui, c'est que on ne part pas de... C'est quoi qui compte? Ce qui compte, c'est d'arriver à satisfaire les besoins des humains, que ce soit en eau potable ou que ce soit pour boire ou en nourriture, dans le respect du système, du système des écosystèmes, etc. Et tant qu'on part pas de là et qu'on part juste de la situation actuelle, par exemple, oui, c'est bien de faire en sorte qu'on réutilise les eaux usées. Oui, mais peut-être qu'il y a des eaux usées qu'on pourrait éviter d'avoir en amont. Et donc à ce moment-là, on n'aurait pas à travailler à la réutiliser, vous voyez. Et à chaque fois, on est là, on repart jamais de la question principale que nous avons, c'est satisfaire les besoins des humains ou du vivant, on va dire, sans détruire l'écosystème. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec de mauvaises solutions. Du coup, la ministre qui vient inaugurer la solution qui est mise en place, elle est complètement alignée avec la fuite en avant des politiques. Sur ce point, sur ce qu'on appelle le technosolutionnisme, Simon Porcher, est-ce que vous voulez réagir? Oui, les solutions technologiques ne nous sauveront pas. C'est très simple. Par contre, il faut se fermer à aucune solution, parce que les territoires sont très différents. Donc si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas du tout d'eau douce, évidemment vous allez devoir dessaler l'eau de mer pour donner accès à l'eau potable à la population. Parfois vous n'avez pas le choix. Mais je vous donne un exemple, je vous fais une petite métaphore en fait. Dire le dessalement c'est la solution au problème de l'eau, c'est comme dire l'hélicoptère est la solution aux embouteillages. L'hélicoptère c'est utile, il faut aller sauver des gens dans la montagne, il faut transporter des patients rapidement, mais ça n'est pas la solution aux embouteillages. C'est pareil pour le dessalement, c'est pareil pour toutes les solutions techniques, ça va être des solutions de court terme souvent, pour maintenir l'accès à l'eau dans certains endroits, là où il n'y a pas d'eau douce, mais ça ne permet pas en fait de nous sauver du manque d'eau et de faire face à la rareté de l'eau sur le long terme. Donc il ne faut pas fermer la porte à toutes les solutions technologiques, il faut les améliorer. Évidemment, le meilleur moyen de faire face à la rareté de l'eau à long terme, c'est d'être plus sobre, donc d'étancher la soif. Et quand on parle de solutions technologiques, souvent ceux qui les développent ont quand même derrière en tête de rendre la goutte d'eau plus performante. Donc souvent on vous dit, ok, on va vous rendre plus performant, mais c'est un langage qu'il faut avoir avec les entreprises aussi. Hein. Moi je travaille avec beaucoup d'entreprises et en fait, j'échange avec beaucoup d'entreprises et il faut quand même leur dire, bon bah là vous pouvez diminuer de 20-30% votre utilisation de l'eau. Finalement elles vont puiser quand même 20 ou 30% de moins dans une nappe ou dans une rivière, donc très bien. Mais elles n'ont pas l'intention de moins produire derrière. C'est ça, elles rendent la goutte d'eau plus efficace. Avec 20 ou 30% en moins, je continue à produire pareil. Elles ne sont pas du tout dans une logique de sobriété. Voilà, donc les solutions technologiques, souvent ça amène à ça, ça peut amener à des effets rebonds même. Vous allez finalement prélever autant d'eau et produire plus, ou vous allez encore demander plus d'eau dans le futur. Donc ça crée quand même des effets pervers importants. Et donc la meilleure solution, c'est évidemment de moins prélever d'eau, et puis ensuite de voir aussi toutes les solutions basées sur la nature. Toutes les solutions fondées sur la nature. Il y a une grosse littérature scientifique là-dessus. Plutôt que d'avoir des méga-bassines, pourquoi pas recréer des zones humides? Pourquoi pas faire en sorte que l'eau s'infiltre mieux dans les nappes, qu'on puisse stocker naturellement de l'eau pour faire face aux futures sécheresses. Bon, bah c'est parfait. Du coup, on arrive sur le petit point positif pour clore cette partie. Justement, alors Nicolas, peut-être vous voulez réagir sur la réutilisation des eaux usées, traitées. Est-ce que c'est une solution à envisager? Et puis surtout, les alternatives à ce technosolutionnisme. Notamment dans votre livre, vous parlez de ralentir le cycle de l'eau. On veut bien en savoir plus. Alors, je vais commencer par le point négatif, forcément, et après on passera au point positif. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Simon, c'est-à-dire que les solutions technologiques ne nous sauveront pas. Et en fait, le problème qu'on voit, c'est que puisqu'on les développe, on s'interdit, on s'empêche de tester des alternatives. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces solutions technologiques, elles sont payées avec de l'argent public principalement. Les caisses de l'État ne sont pas infinies. Donc tout l'argent qu'on investit dans ces solutions ne le sont pas dans ces alternatives. Et quel est l'autre problème de ces solutions? C'est qu'il y a une forme de captage, de capture de la transition écologique. On va nous présenter ces stations de réutilisation comme
des actions de transition. C'était l'objet du plan eau d'Emmanuel Macron en 2023. Juste après Sainte-Soline, juste après les canicules de 2022-2023, il annonce 1000 stations de réutilisation des eaux usées. Bon, très bien. Mais en fait, pourquoi faire? Si on regarde la station d'ici, par exemple, en fait, à combien d'agriculteurs elle va bénéficier? Alors, il y a certaines personnes dans la salle qui siègent dans les commissions locales de l'eau, les instances actuelles qui ont pris la suite de ces commissions, qui peuvent donner quelques informations. Peut-être qu'on complétera là-dessus dans le débat, mais globalement, en fait, ça va permettre principalement à irriguer des cultures, de la monoculture, de pêche et d'abricots pour le cadre local de la FDSEA. Et donc, ça, c'est quelques agriculteurs qui vont en bénéficier, et c'est de l'investissement majeur. Et quand on regarde, en fait, ce qu'on a fait, c'est de prendre les communications de Veolia, qui promeut beaucoup ces solutions-là, de les comparer avec le discours public et les mails qu'ils envoient avec la Commission européenne et les différentes instances françaises. Ce qu'ils disent, c'est « Ne vous inquiétez pas, continuez de faire comme vous voulez, nous, on a les solutions technologiques pour traiter tout ça. » Et ces solutions, elles vont vous permettre de faire deux choses. Un, l'agriculture, l'irrigation de l'agriculture, et deux, les usages industriels. Donc en fait, puisqu'on est en train de mettre 200 millions, je ne sais pas combien, pour faire cette station, on s'empêche de tester les autres alternatives qu'on va évoquer juste après. Et petit point là-dessus sur l'agriculture, on parlait tout à l'heure de l'urgence. Moi, je me méfie un petit peu de cette rhétorique de l'urgence. En fait, on s'est repenché dans les archives des questions. En fait, on a regardé chaque année de sécheresse, de grosses sécheresses. 2005, 2022, 2023, 1976, etc. 1960 aussi. Et en fait, à chaque fois, ce qu'on voit, c'est que le discours est le même. C'est « Ah, on vient de prendre dessus une sécheresse, un changement climatique qu'on ne pouvait pas prévoir, mais vous inquiétez pas, on va faire de l'irrigation de pointe, de précision, etc. » En fait, l'irrigation de résilience, on n'a pas attendu l'agriculture 4.0 il y a quelques années pour en parler. Ils en parlaient des années 60. Ils distribuaient des bulletins personnalisés pour dire voilà comment vous allez gérer l'eau de manière plus efficace. Et donc cette fuite en avant technologique, c'est la même qu'on nous resserre depuis un certain temps avec en fait des gains d'eau qui ne sont pas au rendez-vous. Du coup, peut-être en deux mots pour être un peu moins sur les alternatives, un tout petit peu moins déprimant. En fait, cette idée de ralentir le cycle de l'eau nous semble intéressante. Nous on reprend ce que disent beaucoup les hydrogéologues, qui disent très bien stockons l'eau, mais rendons-la à la terre. Et l'idée de ça, c'est que il faut revoir un peu les schémas du cycle de l'eau qu'on avait appris à l'école, où en fait on se figure qu'il y a le nuage, ça tombe sur le canigou, ça ruisselle petit à petit, après ça repart à la mer. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les cycles de l'eau sont multiples, et plus l'eau va ralentir, plus elle va passer lentement dans un milieu, plus elle va pouvoir bénéficier au milieu. Alors c'est un peu de l'efficacité de la goutte d'eau, mais cette fois c'est pas pour Veolia ou les entreprises, c'est pour le milieu. C'est-à-dire que, pour le faire très simple, il y a des expériences qui ont été faites sur 2,6 km linéaires de rivière. La goutte d'eau dans un milieu très anthropisé, type le Rhône, où en fait c'est une sorte d'autoroute pour l'eau, elle va tout droit, elle file en 4 heures à la mer. Et dans un milieu qu'on a beaucoup retravaillé pour qu'il puisse stocker l'eau avec des zones humides, des répisylves qui sont denses, un lit qui a été un petit peu plus élargi, etc. Là, en fait, elle dure pendant 20 jours. Et pendant 20 jours, elle irrigue le milieu en permanence, elle est réutilisée encore et encore et encore. Et c'est ça l'enjeu, c'est de remettre de la matière organique dans les sols, de remettre des haies, de remettre des méandres. Et en fait, par là, ça, c'est des solutions qui ne sont pas technologiques, qui ne sont pas techniques, mais qui reprennent la forme des milieux naturels et qui permettent à la terre de refaire une éponge. Et l'éponge, elle fait quoi? Si elle est toute sèche, vous mettez de l'eau, ça ruisselle. Si elle est humide, plus elle a d'eau, plus elle absorbe de l'eau. Merci beaucoup. Merci, ça fait du bien. Je crois que vous êtes tous les trois assez d'accord pour dire qu'il faut changer de modèle. Reste à voir quel levier on peut utiliser pour repenser, pour mieux encadrer les usages, pour mieux partager l'eau. Et c'est une table ronde, mais c'est aussi un débat. Alors j'espère qu'on va réussir à trouver des points, je pense, sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, notamment sur ces leviers à activer. Le levier économique, en premier, est-ce qu'il est possible, Simon Porcher, de corriger les défaillances du marché? Est-ce qu'on peut faire confiance au marché? Est-ce qu'on peut trouver comment le corriger? C'est une question extrêmement difficile. En une minute ou on a un peu plus. J'ai le temps de réfléchir. Non, en fait, on a un principe qui existe en tout cas dans la politique de l'eau, c'est le principe pollueur-payeur, qui est d'ailleurs un principe constitutionnel, celui qui pollue doit payer. Le problème du pollueur-payeur, c'est que celui qui pollue ensuite n'existe plus quand il doit payer souvent. Surtout, voilà, je fais très simple, mais en fait on découvre de plus en plus de polluants qui sont liés à notre développement industriel.
Quand vous voulez retracer d'où vient la pollution sur une pollution diffuse, donc on ne sait plus vraiment d'où ça vient, ça s'est déplacé dans l'air, ça a été stocké dans les sols, ça s'est déplacé dans l'eau, ou quand vous avez des entreprises qui ont délocalisé, donc vous ne pouvez plus les faire payer, ou c'est très compliqué, finalement c'est toujours la collectivité publique qui va payer. Donc là, il faut changer la manière dont on applique le principe pollueur-payeur pour que ça soit appliqué de façon beaucoup plus préventive. Dès qu'on sait qu'une activité est polluante, il faut immédiatement la taxer en amont, de manière, si là le marché existe, à inciter ceux qui polluent à ne plus polluer ou à remplacer les produits polluants. Et là, on voit que la réglementation aussi est importante. On a eu une loi quand même sur les PFAS en France qui a été passée rapidement, de manière, sur les PFAS sont des polluants éternels qui viennent de l'industrie chimique, de manière à supprimer petit à petit l'utilisation de ces PFAS dans les industries, à les taxer justement pour financer aussi toute la politique de l'eau autour de la détection des PFAS qu'on commence à détecter depuis cette année. Donc on sait au fur et à mesure, quand on voit les résultats arriver, que en fait, c'est quand même très largement diffusé, qu'on y est 100% d'entre nous avons été exposés à ces PFAS et aux polluants éternels. Donc il va falloir les retraiter, il faut les traiter à 2 endroits, c'est ça qui est compliqué. Évidemment, il ne faut pas qu'il y en ait dans l'eau potable, parce qu'il faut qu'on en ingère le moins possible. Sinon, on a un effet cocktail. Plus on ingère de polluants, plus ça porte un risque pour notre santé. Mais il faut aussi qu'il n'y en ait plus quand on les rejette dans la nature, quand on va rejeter l'eau assainie traitée dans la nature. Parce que quand on va utiliser des cosmétiques, ou quand on va cuisiner, etc., en fait, nous aussi, on va décharger des PFAS dans l'eau sale qui va être retraitée avant d'être rejetée dans la nature. Donc ça coûte cher, évidemment. Et ça, en fait, il faut que le pollueur paye un maximum. Parce que ce sont des produits qui ont été utilisés dans différents processus industriels et qu'on va retrouver dans les biens et les services. Donc il faut être capable de les remplacer, de les substituer un maximum, mais aussi de faire payer ceux qui ont pollué. Il y a des actions qui ont été prises par certaines collectivités, Paris et Lyon par exemple, qui ont porté plainte contre X. Et là, il faut faire le parallèle avec les États-Unis où il y a eu ces problèmes de PFAS il y a une dizaine d'années, où les industries chimiques ont payé des milliards de dollars aux collectivités de manière à prendre en compte les frais de santé futurs des collectivités, des personnes, des individus, mais aussi adapter les systèmes de traitement de l'eau de manière à ce qu'on puisse supprimer les PFAS. Merci. Yamina, est-ce que vous voulez réagir peut-être? Oui. Alors, je pense qu'il faut sortir de la logique du marché. Là, c'est clair, quoi. C'est le marché qui nous a amenés là où nous sommes. C'est la gestion ce qui serait un bien commun, même si c'est pas dans le texte, c'est pas ce qu'on a dans le texte légal français. L'eau ne doit pas être dans le marché. L'eau, l'énergie, tout ce qui sert la satisfaction directe des besoins des citoyens et des besoins du vivant, on peut aller même plus loin au-delà de ça, ne devrait pas être dans le marché parce que le marché n'a pas pour objectif de protéger. Le marché a pour objectif de faire des profits. Et le principe du pollueur-payeur, je pense il me semble que j'avais lu ça dans un rapport de la Cour des comptes qui décrit très bien ça, qui dit c'est le pollué-payeur. On est dans cette situation-là. Donc il faut le dire et le crier. En fait, c'est un échec incroyable. Et on voit par exemple le cas de la ville de Paris. Il y a beaucoup de municipalités dans le monde qui sont en train de remunicipaliser l'eau. En France, je connais un peu le cas de la municipalité de Paris parce qu'on a eu des étudiants à Sciences Po qui ont travaillé dessus et on voit tous les bénéfices de la remunicipalisation de l'eau. Et en fait, ce qu'il faudrait qu'on comprenne, qu'on n'apprend plus dans nos écoles, dans les universités, c'est que l'eau n'a pas été toujours un outil du marché. Le marché, c'est récent en fait, c'est dans les temps modernes que le marché est devenu l'acteur principal de l'eau. Donc la première chose sur laquelle il faut débattre et arriver à se mettre d'accord, c'est de sortir l'eau du marché. On ne doit pas marchandiser, parce qu'en marchandisant l'eau, on marchandise nos vies. C'est ça que l'on fait. Et c'est de ça qu'il faut sortir. Merci. C'est dommage qu'il fasse chaud, que je ne sois pas là-bas. Toute la salle vous applaudit. Sur cette possibilité de sortir l'eau du marché, est-ce que quelque chose qui... Je vais rebondir peut-être en prolongeant sur l'exemple de la ville de Paris, avec quelque chose qui est peut-être un peu contre-intuitif, mais on a parlé au moment de cette remunicipalisation de la ville de Paris, de reprendre en fait l'eau, soit c'est donner un délégataire de service public, soit c'est une régie municipale qui s'en occupe. En 2011, Paris reprend la régie publique. Et en fait, c'est super enthousiasmant, mais il y a des limites à ça. Et la limite principale, en fait, c'est qu'en ce moment, il y a là où passe la privatisation, de fait,
c'est dans la capacité à donner de l'eau de bonne qualité, vaguement de l'eau potable, au robinet. Pourquoi ? Parce que, comme disait Simon tout à l'heure, on découvre toutes les semaines des nouveaux types de polluants. Là, on commence à regarder sur 20 PFAS. On en connaît entre 14 000 et 2 millions qui se baladent dans la nature. Chaque fois qu'on regarde un type de pollution, il se trouve. Donc, face à ça, on a ces fameux acteurs qui, auparavant, obtenaient ces délégations de services publics, type Veolia, sur lesquels on a un peu bossé, qui nous disent aujourd'hui, continuez de faire votre délégation de services publics si vous voulez, mais en fait, si vous voulez donner de l'eau de bonne qualité au robinet, il va falloir passer par nos usines de traitement de l'eau. Et c'est là où la logique du marché, en fait, on se rend compte de l'étendue. En fait, c'est pire que le principe du pollueur-payeur. On est allé visiter l'une des usines possédées par Veolia en dehors de la ville de Paris. Donc là, c'est encore une délégation de services publics. En gros, intramuros, c'est régie publique. Extramuros, c'est privé, c'est Veolia. Là-dedans, ils sont en train de faire 3 usines pour 1 milliard d'euros pour avoir de l'eau potable au robinet. Qu'est-ce que c'est ces usines ? C'est des grosses membranes qui filtrent l'eau, notamment pour empêcher que les PFAS se retrouvent dans l'eau du robinet. Ça, c'est des capacités que le secteur public, pour l'instant, n'a pas la filière industrielle pour réaliser, par exemple. Donc là, on dépend de Veolia, typiquement. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ces grandes usines ? Des membranes. Qui fabrique ces membranes ? Une entreprise qui s'appelle Dupont. Et qui c'est Dupont ? C'est le principal émetteur de PFAS du monde. Qui a en fait une filiale qui s'appelle Dupont Water Solutions. Là, la boucle est bouclée. Et en fait, il y a même un 3e étage à cette situation, c'est que pourquoi est-ce que cette usine-là est équipée de membranes Dupont ? C'est parce qu'elle est le long du fleuve, de la rivière la plus polluée d'Île-de-France. Et pourquoi est-ce qu'elle est le long de la rivière la plus polluée d'Île-de-France ? Parce que si on remonte en amont, sur 200 km, il y a une plateforme d'usine chimique qui est possédée par Dupont. Donc en fait, le marché, moi je pense clairement, enfin on est à peu près d'accord là-dessus, mais il faut vraiment se méfier de la capture par le marché de cette proposition de solution aussi. Et l'exemple de Paris est intéressant parce que typiquement ce qu'a fait la régie publique, au-delà de baisser un petit peu le coût de l'eau, d'investir dans les infrastructures, etc., c'est qu'ils ont pris sur eux d'aller voir les agriculteurs, de demander à l'agence de l'eau de subventionner l'agriculture pour que l'agriculture émette moins de pesticides en premier lieu et de faire de la prévention. C'est très compliqué, ça demande un engagement politique, etc. Et ce qu'on voit, c'est que les acteurs privés ne prennent pas ces engagements, ne vont pas au bout de leurs engagements. Et la prévention coûte toujours moins cher que le traitement. Et donc c'est plutôt là-dessus que politiquement, les régies publiques auront un pouvoir d'action. Pardon, je peux rajouter un point sur la question des marchés, de la non-marchandisation. Quand je parle de la non-marchandisation, ça doit être tout le long du cycle de l'eau, du début jusqu'à la fin, pas juste sur un bout ce qu'a fait la ville de Paris, parce que justement après on se retrouve coincé, parce que le marché a tout pris, ils ont tout pris, tout, ils contrôlent tout en fait, ils contrôlent nos vies. Les bailleurs des Monsanto, c'est la même. Sur notre santé, pas sur l'eau. Voilà. Simon, vous voulez réagir, répondre ? Bon, faut que je lance le débat. Alors attention, parce que quand on dit justement la régie de Paris a payé des agriculteurs pour qu'ils polluent moins, en fait c'est un marché. Ils ont payé des agriculteurs pour faire une autre activité qui consiste à moins polluer. Donc c'est un contrat, un marché, enfin dites-le comme vous voulez, mais c'est la solution qui est souvent mise en avant, ça s'appelle des paiements pour services environnementaux, de dire en fait on va payer des activités polluantes pour qu'elles polluent moins. De manière à ce qu'elles changent les comportements et qu'on garde de l'eau propre, nous. Et en fait, il y a aussi une logique de marché derrière, parce qu'on se dit on va baisser le prix de l'eau du robinet parce qu'elle sera moins polluée, elle sera moins traitée, et avec ces gains qu'on va faire en baissant ces gains de coûts qu'on va faire en baissant les coûts de traitement, en fait, on va donner l'argent aux agriculteurs. Mais en fait, vous voyez, il y a quand même cette logique de marché. Et puis, je rajoute quand même quelque chose, parce que si vous faites confiance aux régies, ça veut dire que vous faites confiance aux politiques. Non, mais parce qu'il y a la capture du régulateur par les entreprises privées, certes, mais il y a aussi des politiques qui gèrent très mal les services, des services publics d'une manière générale. Il peut y avoir de la corruption aussi. Donc attention, je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle, je ne veux pas me fâcher avec tout le monde. On peut les virer grâce au vote. Nous sommes une démocratie. Oui, mais aussi une entreprise privée n'a qu'un contrat pour gérer un service temporairement et donc peut être aussi virée. Et c'est pour ça qu'il y a un retour en régie à Paris. Non, c'est des contrats de 20-30 ans, pardon. C'est pas la même chose. Le contrat de délégation moyen, maintenant, c'est 8 ans. Mais avant, c'était effectivement des contrats de 100 ans, il y a eu des abus. Mais je reviens sur ça. Alors, juste pour dire quand même qu'il y a des collectivités qui, avec des entreprises privées, ont mis en place des systèmes intéressants, comme de la tarification progressive. On a un prix de l'eau qui augmente en fonction du niveau de consommation, de manière à distinguer l'essentiel du confort, ou des contrats de sobriété hydrique, maintenant, qui sont développés aussi
avec des entreprises privées. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même la moitié des collectivités françaises qui sont gérées par une entreprise privée, parce qu'on a cette particularité d'avoir eu des grandes entreprises privées de l'eau, et donc il ne faut pas décourager tout le monde en disant non, ça ne passera que par une régie, dans la mesure où beaucoup de collectivités n'ont pas la capacité en fait de passer en régie. Et peut-être juste pour le dire, en fait, j'ai l'impression que ça c'était le débat au moment de la remunicipalisation. Le point vraiment, j'ai l'impression, c'est quand même qu'est-ce qu'on en fait du temps, de l'énergie, de l'action qu'on mène. Et ce qu'on voit, c'est que les acteurs privés, et tu montres ça très bien dans tes travaux, notamment dans ta thèse, que éventuellement les coûts finaux seront à peu près les mêmes. Mais en revanche, ce qui peut être intéressant de mettre en lumière, c'est que les acteurs privés ne prennent pas sur eux-mêmes le fait d'aller scier la branche sur laquelle ils sont assis, globalement. Et puisque leur business model aujourd'hui se passe dans le traitement, ils sont peu actifs dans des actions pour de la prévention réelle, je trouve. Alors, il y a un autre levier sur lequel on peut peut-être agir, c'est le levier qui est culturel, qui est sémantique, qui est symbolique. Et d'ailleurs, l'agrobusiness ne s'en prive pas. Dans son lobbying, vous écrivez, Nicolas, notamment, il y a eu tout un travail qui a été fait sur qu'est-ce que la souveraineté alimentaire. C'est aussi par ces mécanismes-là que ces mécaniques d'accaparement sont possibles. Vous, Yamina, vous avez aussi, vous vous êtes lancé sur ce travail de l'ordre du symbolique, de la sémantique. Lors des travaux préparatoires du rapport du GIEC en 2022, vous avez mené un combat pour faire reconnaître officiellement la notion de sobriété. Est-ce que vous pourriez définir cette sobriété et pourquoi cet ajout était nécessaire et qu'est-ce qu'il change? Qu'est-ce que cette victoire change? Alors, c'était important d'avoir le terme sobriété en anglais, c'est sufficiency. Mais en fait, il y a aussi en anglais, ils utilisent aussi sufficiency pour self-sufficiency, par exemple la suffisance alimentaire. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Les premiers, il y a eu à partir du cycle 4, le mot sufficiency apparaît, mais pas dans le sens sobriété. C'était important d'inclure le mot, se battre pour inclure le mot sobriété. Pourquoi? Parce que on sait que les solutions technologiques, jusqu'à présent, les politiques climatiques, ce sont des politiques qui portent sur des solutions technologiques mises en place dans le cadre du marché. En fait, on cumule les dégâts, quoi. Que la technologie et le marché qui va régler tous les problèmes. Et on sait très bien que on n'a pas réussi à baisser les émissions et donc il faut un changement structurel, un changement de comment la société est organisée. Et pour ça, quand on retourne dans la littérature scientifique, donc la sobriété telle qu'elle est comprise en France, ou du moins telle qu'elle a été comprise, elle était comprise uniquement sur le plan énergétique et puis il y a une grande confusion entre sobriété, précarité, austérité, etc. La sobriété, c'est rien de tout ça. La sobriété en philosophie politique, c'est un principe de justice distributive basé sur l'équité. Donc si on avait eu de la sobriété dans nos politiques, il n'y aurait pas eu de toutes les précarités que qu'on connaît. On n'aurait pas eu tous les déserts là qu'ils ont créés parce que c'était pas efficace d'un point de vue marché. Tout ça n'aurait pas existé si on avait eu des politiques de sobriété. Ce qu'elles font, ces politiques-là, dans les sciences politiques et les sciences sociales, on trouve que la sobriété, c'est pas du tout l'individu. Donc quand on essaye de nous mettre le poids de la métamorphose que l'on doit opérer sur nos épaules, nos frêles épaules, quand on est pris individuellement, vous ne pourrez rien faire individuellement, on ne pourra rien faire. Et donc c'est des politiques publiques et qui vont enclencher des pratiques du quotidien. Je donne souvent l'exemple du vélo. Quand j'étais étudiante à Paris, je ne prenais pas le vélo, ça aurait été un suicide. Aujourd'hui, je prends le vélo avec mon fils à l'arrière, même si c'est toujours pas Amsterdam ou Copenhague, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a 25 ans. Vous voyez, ça c'est pas moi qui ai changé, c'est la municipalité qui a changé. Moi, citoyenne, je contribue à ce changement-là grâce au vote. C'est comme ça que... Et donc, ce sont des politiques et des pratiques du quotidien et pas du tout des changements de comportement. C'est pas les individus tout seuls qui peuvent faire ça et qui ont pour objectif, et c'est là la grande confusion, je pense, qu'il y avait eu en France et en Allemagne aussi, parce que c'est les deux pays de l'Union européenne où on parle de sobriété, c'est qu'elles ont pour objectif d'éviter en amont la demande dans toutes les ressources. C'est pour ça les solutions dont vous parliez, c'est des solutions qui ne se posent pas la question en amont en fait. Là, ce sont des solutions pour corriger des dégâts qui sont déjà en aval. Et en fait, c'est des dégâts qu'on a créés au fil du temps parce que nos sociétés ont été organisées dans la façon où elles ont été organisées. Et donc, en philosophie, on dit que c'est garantir que chacun a suffisamment pour bien vivre. Et c'est ça que j'ai traduit le langage aujourd'hui qu'on utilise, c'est le bien-être pour tous. Et ce bien-être pour tous n'est possible en vérité que dans le respect des limites planétaires. Aujourd'hui, la canicule que nous vivons, c'est parce que nous avons dépassé depuis longtemps, en fait, la limite, la partie
sécurisé point de vue changement climatique. Et donc sur la base de ces 4 piliers-là, ce qu'on a fait, on a analysé tous les instruments de l'Union européenne, y compris le traité, pour voir s'ils convergent ou ils divergent de la sobriété. Moi avant je ne comprenais pas, j'ai beaucoup travaillé au niveau européen et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que en théorie en Europe, l'Europe normalement est là pour nous protéger, tous nos instruments sont là. Et puis dans la pratique, quand on avait les instruments faisaient l'inverse. Et en fait aujourd'hui je comprends, c'est le traité qui n'est pas adapté. Bon, j'ai mis longtemps pour comprendre, il y en a qui l'ont compris avant, moi j'ai mis du temps. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, maintenant j'ai compris que c'est comme ça, c'est à cause du traité. Et on fait la même chose, par exemple, on a analysé la SNPC 3, la stratégie bas carbone 3 et la PPE 3, le truc énergie, publié par le gouvernement. La SNPC 3, le mot sobriété apparaît 73 fois. Et après, moi je me suis dit, mais c'est un miracle ce truc. Et je regarde, mais il n'y a pas de sobriété dedans. Il n'y a pas de sobriété. C'est soit de l'efficacité, soit du changement de comportement. Il n'y a rien. Parce que s'il y avait eu de la sobriété, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs de sobriété? Parce que la sobriété nécessite du courage politique. Il faut que les politiques se retroussent les manches et qu'ils se mettent au boulot. Et c'est pas ça la SNPC 3. La SNPC 3, c'est de la déco. C'est pour la déco, on a un plan. Voilà. Vous avez de nouveau des applaudissements. Simon Porcher, vous écrivez dans votre livre qu'il faut sortir du mythe de l'eau abondante. Vous parlez d'une odyssée pour éviter cette tragédie. Donc vous plébiscitez aussi cette sobriété. Mais alors, comment on fait pour l'imposer? Est-ce que justement on l'impose et comment? Toutes les recherches en fait sur la gestion des communs vous disent à la fin ça se finit en tragédie. Quasiment toutes, hein, sauf celles qui ont été menées par Elinor Ostrom, qui est la première femme à avoir le prix Nobel d'économie, où là elle regarde effectivement ce qui avait été dit par Yamina, hein, des communautés locales qui arrivent à s'organiser, à créer un esprit de communauté pour mieux gérer des ressources communes. Mais en fait, quand vous regardez la plupart des écrits, on vous dit, bon, les gens vont être individualistes, chacun va chercher à se l'accaparer, et donc ça va créer une tragédie, on va détruire la ressource commune. Donc, pour éviter la tragédie, il faut créer une odyssée des communs. Il faut embarquer les gens, en fait, dedans. Hein. Faut créer une république de l'eau, moi je dis dans le livre. Hein. Donc, c'est pas seulement pour dire n'importe quoi et avoir un élément de langage quand je passe dans les médias, mais en fait, une république de l'eau, c'est-à-dire mettre l'eau au centre de nos choix publics. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de consultation citoyenne, mais en fait, on peut tout simplement même éduquer les citoyens à l'eau. On disait, hein, le cycle de l'eau tel qu'il est représenté dans les livres d'école est faux. On oublie de montrer l'impact humain, on oublie de montrer la pollution, on oublie de montrer l'importance des forêts, justement, hein, pour capter l'eau, hein, et la stocker. Donc il y a un problème d'éducation, il y a un problème aussi de reconnexion avec la nature, avec les rivières. Là, on vient d'autoriser la baignade dans le canal Saint-Martin à Paris. C'est une manière de se reconnecter à l'eau. Quand vous allez vous baigner quelque part, vous avez moins envie de jeter, je pense, votre canette en passant, ou d'uriner dans la rivière dans laquelle vous allez vous baigner. Vous avez envie que ça soit plus propre. En fait, il y a une sensibilisation qui est beaucoup plus forte quand justement on vous donne les moyens d'avoir accès aussi à vos rivières. Et il y a plein de collectivités avec lesquelles j'ai échangé qui font visiter aussi les cours d'eau aux enfants, qui font visiter aussi les stations d'épuration et d'assainissement. Tout ça, ça participe à notre connaissance de l'eau et ça permet de s'engager autour de la protection de l'eau. Nicolas, comment, sur ce sujet, vaste chantier de repolitiser le sujet de l'eau, de redonner sa place aux citoyens, notamment dans le processus de décision, comment on fait alors que le sujet est technique et comment on fait alors que les concitoyens sont aussi pris dans des problématiques du quotidien, dans une situation économique qui n'est pas forcément favorable pour tout le monde. Il y a cette citation dans votre livre d'un élu qui dit « Quand vous n'avez rien dans votre assiette, l'air pur, vous vous en foutez ». Est-ce que c'est pas un peu pareil pour l'eau? Est-ce que c'est pas une limite aussi, un frein pour l'implication des citoyens? Je pense que j'aurais moins de choses à dire que ce qui a été dit de manière plus intelligente sur la table ronde précédente avec 3 intervenantes qui avaient plein de choses à raconter là-dessus. C'est une fausse rhétorique en fait parce que cet élu justement nous disait ça en disant mais moi je vais créer des emplois. Bon, et créer des emplois subventionnés par 3 milliards d'argent public pour une entreprise qui allait en fait juste après faire un plan social de 1000 emplois. Et ce qui est le premier levier pour politiser, c'est simplement de faire comme le disent Baptiste Morisot et Laurent Néré. En fait, c'est une question d'habitabilité. Est-ce que vous voulez vivre dans un monde où éventuellement on a des semi-conducteurs et peut-être 3 jobs, et où vous ne pouvez pas vivre? Tout simplement, le monde n'est plus habitable. Donc ça, c'est le premier truc. Après, en fait, sur la question de la politisation,
je pense que c'est important de sortir de l'eau comme d'un enjeu de technique, d'experts, d'ingénieurs, etc. C'est-à-dire que si notamment on a des parlements de l'eau, des commissions locales de l'eau, etc., c'est parce que chacune, on peut y rentrer et en fait comprendre ces enjeux. Et je pense que ça passe beaucoup par le fait de faire. Donc, il y a plusieurs nécessités, il y a le besoin de s'éduquer là-dessus, de faire de l'éducation populaire pour avoir les idées claires sur ce qu'on veut faire. Mais en fait, en participant à ces différentes instances, d'emblée, ça fait quelque chose. Et là où, typiquement, on a beaucoup parlé des manifestations de Sainte-Soline, là où ce mouvement-là a été intéressant aussi, c'est parce qu'il a fait faire plein de choses à quelqu'un, à plein de monde. Ça a été un moment de très forte politisation de la question de l'eau. C'était beaucoup de gens qui disaient « Nous, on n'est pas d'accord sur la manière dont ça se passe ». Il y a eu ensuite toutes les autres choses qu'on connaît, dont ça rouvrirait un autre débat. Mais en fait, qu'est-ce que c'était fondamentalement? C'était 25 ou 30 000 personnes qui marchaient pour dire « On n'est pas d'accord avec ce truc-là ». Et on voit que la réponse qui a été donnée, c'est d'abord une répression de la manifestation, puis des solutions technologiques, et enfin un accent mis sur les utilisations personnelles. Et Yamina, ce que vous disiez sur le côté sobriété, c'est intéressant. Il y avait un article de Libé il n'y a pas longtemps, dans lequel on lisait que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, s'est battue pour faire disparaître de la question du stockage d'eau dans le projet de loi d'urgence agricole qui est débattu en ce moment au Sénat, le mot sobriété, qui est un chiffon rouge pour les agriculteurs. C'est-à-dire que quand même, on avait le Varenne agricole de l'eau qui demandait qu'on fasse moins 25% de prélèvement et de consommation d'eau, donc de la sobriété, ce qui n'était déjà pas énorme. Ça a été rebattu à moins 10 par la suite. Puis pendant le plan eau, c'était moins 10 sauf les agriculteurs, dont je vous rappelle que c'est quand même les premiers consommateurs d'eau. Et on voit que maintenant, ça c'est devenu trop. Donc on est quand même dans un moment où c'est par vent contraire majeur. Et je pense que le fait de faire des choses, de se mettre en collectif, de faire des trucs ensemble, avec un peu l'espèce de triptyque habituel, mais c'est en fait de l'éducation populaire pour savoir de quoi on parle, la proposition, la construction d'alternatives, et ça c'est ce qu'on vient d'évoquer avec les autres types de pratiques de l'eau, et après c'est la construction d'un rapport de force, et là ça passe par notamment de la mobilisation citoyenne, du contentieux, du syndicalisme, etc. Et en fait, si on tient ces trois-là ensemble, on va sans doute pouvoir proposer un autre futur que celui où la planète est plus habitable. Ah, de nouveaux applaudissements. Yamina, vous dites politique c'est cool et il est temps de se réapproprier notre citoyenneté. Mais j'ai lu aussi une citation de vous. Vous disiez la transition énergétique, elle est conçue aujourd'hui pour les bobos, par les bobos pour les bobos. Et les autres citoyens, ils sont pas là. Alors comment on fait pour aller les chercher ces autres citoyens? Alors nous, on propose d'organiser des agoras de la sobriété dans les territoires avec les citoyens. Et la différence entre une convention citoyenne, ou du moins on est en train de faire un benchmark, mais ce qu'on a compris pour le moment, entre les conventions citoyennes et les agoras, c'est que les agoras, c'est permanent. Et tous les citoyens, c'est ouvert à tous les citoyens, donc ce n'est pas un monsieur cravaté qui va décider qui va venir participer à l'agora. Donc ça, c'est quand même très important, en fait. Et la seule façon de nous sauver de la situation dans laquelle nous sommes, c'est vraiment nous réapproprier notre citoyenneté. Moi, quand je dis politique, c'est school, en anglais, il y a deux mots. Il y a politique, c'est policy. En français, on a un seul mot, c'est politique. Et donc, du coup, moi, en tant que scientifique, on me reproche de faire de la politique. Non, mais en tant que citoyenne, je fais tout le temps du politique, ça. En tant que citoyenne, si je prends le vélo, c'est de la politique, en fait. Si j'achète français ou européen, c'est une décision politique que je prends. Et c'est nous tous, comme citoyens, on prend au quotidien beaucoup de décisions politiques en vérité, mais il faut aller bien au-delà de ce qu'on fait au niveau individuel parce que c'est pas ça qui va changer la donne. Il faut surtout comprendre que les démocraties, elles vont tenir uniquement si on se mobilise. Notre démocratie est en danger, toutes les démocraties occidentales sont en danger, et la démocratie, c'est pas juste aller mettre un bulletin dans l'urne le jour du vote. Ça, c'est trop tard. Ça, c'est too late. C'est même pas la peine, je pense, d'y aller mai 2027 si on se mobilise pas avant, maintenant. Dès maintenant, il faut se mobiliser pour qu'en mai 2027, qu'on puisse avoir le choix. Moi, depuis que j'ai commencé à voter en France, j'ai jamais eu le choix. J'ai jamais voté pour, j'ai toujours voté contre. Et bien, pour une fois, j'aimerais bien pouvoir voter pour, et pour ça, il faut qu'on se mobilise. Bon, vous voyez pas la... Tout le monde a l'air assez partant, Yamina. On a beaucoup parlé de l'échelle locale. Peut-être un mot sur l'échelle mondiale. La gestion de l'eau, c'est un peu un angle mort de la politique internationale. Simon Porcher, vous plaidez pour un GIEC de l'eau? Oui, il faudrait les mêmes outils, les mêmes institutions à l'eau douce qu'on a pour le climat. En fait, l'eau douce a été complètement laissée de côté. On l'a prise comme une conséquence du réchauffement climatique, alors que c'est un vrai angle d'adaptation pour faire face au réchauffement climatique. Donc il faudrait un groupe d'experts international sur l'eau douce.
il faudrait des conférences des parties, donc des COP sur l'eau douce, et il faudrait même un traité sur l'eau douce. Pas pour répartir des litres, mais pour que tous les États se comportent de façon responsable et soient redevables de la gestion de leur eau vis-à-vis des autres. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de fleuves transfrontaliers, donc il y a plein quand même de questions, de tensions internationales autour des grands barrages. Si un jour il y a des guerres de l'eau, ça sera autour de ces grands barrages qui sont construits de manière à... Oui, il y a des grandes tensions de manière à parfois priver son voisin d'avoir accès à l'eau. Et puis il y a aussi tout ce qu'on appelle l'eau verte. En fait, toute l'eau qui s'évapore, il y a de plus en plus d'évaporation, plus avec le réchauffement climatique, mais cette eau qui s'évapore à un endroit, elle retombe sous forme de précipitations ailleurs. Si on déforeste l'Amazonie, ça va avoir un impact sur les précipitations en France, et ça a essentiellement un impact sur les précipitations des pays voisins qui sont autour de l'Amazonie. Donc il y a des vrais effets aussi de la manière dont on gère l'eau et les forêts sur les précipitations, et donc c'est pour ça que c'est un enjeu global. C'est évidemment un enjeu local, il faut améliorer nos institutions locales, mais c'est aussi un enjeu global. Et pour faire un petit parallèle, il y a un traité sur les océans qui a été signé il y a peu, et donc il y aura sa première COP l'année prochaine, donc on va avoir une COP sur l'eau salée, mais toujours pas sur l'eau douce, alors même que sans eau, on ne peut pas vivre dignement, on ne peut pas survivre, et c'est quelque chose qui est nécessaire à la survie de tous les êtres vivants sur Terre. Alors je vous Merci à toi. Je vous propose qu'on passe peut-être aux questions dans la salle. Est-ce que vous voulez d'abord dire un mot pour conclure ? Non ? La conclusion, c'est bon. Yamina, vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ? Moi, je dirais que notre avenir est entre nos mains. Nous mobilisons-nous. Nous avons une présidentielle. Il ne faut pas qu'on la rate. C'est la dernière. Si on rate celle-là, la France va devenir inhabitable. Bon, j'avais dit qu'il fallait qu'on termine chaque fois sur des choses positives. Donc on va retenir le positif de la phrase. On ne va pas se rater. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui, bonjour. Merci à vous trois pour vos interventions. Moi, je suis dans le monde associatif et je siège dans ces machins du Parlement de l'eau pour les associations environnementales. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas parler de sobriété sans remettre en question le modèle économique de l'eau aujourd'hui. Je vais prendre deux exemples. On est dans un département où il y a une Comcom qui est en très grande difficulté sur le plan de l'eau potable. Pendant la sécheresse, elle a été ravitaillée en camion. Ça a fait l'objet de nombreux articles dans la presse. Aujourd'hui, c'est une collectivité qui a 5800 habitants et qui a un réseau qui est très fuyard, qui est moins de 50% de rendement, alors que la loi les oblige à être bien au-delà. La facture, c'est 25 millions d'euros. La collectivité n'est pas en mesure de faire face. Et des Comcom comme ça en France, dans le rural, il y en a. Donc l'eau paye l'eau, ça ne marche plus. Et ça marche tellement plus que le Conseil économique, vous le savez, en janvier, a produit une note en faisant 9 propositions pour revoir ce problème de la facturation. Et donc il ne peut pas y avoir de sobriété dès lors qu'en fait, on facture des volumes. Et je dis ça pour les majors parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai assisté à des réunions d'ateliers organisées par un bureau d'études d'une filiale, je ne la nommerai pas, sur le sujet de la réutilisation des eaux usées. Et quand on évoque le sujet de la réutilisation des eaux grises, comme en Suisse, ça se fait à la maison, on peut faire des économies immédiates au niveau des particuliers. Ça n'intéresse pas effectivement les majors de l'eau. On le voit bien, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont trouvé un nouveau business avec la RIUT. Et pour revenir sur le sujet de la RIUT, et je terminerai là-dessus, donc le premier problème, c'est comment faire pour revoir le modèle économique de l'eau. Le sujet de la RIUT, pour prendre celui de notre département, puisqu'on est en avance, on a un plan de résilience, on est le seul département en France à en avoir un. La RIUT d'Argelès, c'est 1,3 million de mètres cubes de réutilisation d'eau usée. Les prélèvements du monde agricole, c'est 385 millions. Si on le ramène, on voit bien que on est dans des déficits quantitatifs sur l'ensemble des bassins versants. On vient de faire les bilans du plan de gestion de la ressource en eau. Les bilans sont faits sur les 3 bassins versants. Tous les bilans sont négatifs. On n'est pas revenu à l'équilibre. On le voit bien. Et donc, et malgré les politiques, les actions qui sont menées dans les clés pour essayer de revenir à l'équilibre. Donc il y a aussi un autre problème qui est la contestation des volumes prélevables. Et quand vous dites le Parlement, c'est bien,
Je vais donner l'exemple de la clé de Vilaine, qui a été dans l'actualité ces derniers mois, où on a empêché la clé de se réunir parce que, effectivement, le monde agricole contestait les études de volume prélevables. La préfecture a été d'ailleurs dans ce département complice, puisqu'ils ont demandé à leurs propres fonctionnaires de ne pas se présenter le jour du vote de la clé pour les études de volume prélevable. Donc le Parlement, ça ne fonctionne pas, le Parlement de l'eau. On le voit bien, nous on y siège, on est un collège qui malheureusement ne peut pas avoir de majorité parce qu'il est composé d'une telle manière que les élus ont la majorité et qu'au final, ça ne progresse pas comme on voudrait que ça progresse. Voilà, donc si vous avez des solutions sur le modèle économique, moi je suis tout oui. Oui, sur le modèle économique, en fait, la solution que je présente dans les 2 livres, c'est il faut plus que les recettes dépendent uniquement du volume. Ça fait plus aucun sens en fait. Les gens sont de plus en plus sobres d'une manière générale de toute façon, hein, donc l'utilisation d'eau du robinet diminue. Et puis, c'est plus du tout d'actualité en réalité. Hein. Il faut maintenant rémunérer la sobriété, rémunérer la diminution des prélèvements. Hein. C'est peut-être pas exactement la sobriété, mais faire en sorte que les régies, les opérateurs privés qui gèrent les services publics d'eau soient rémunérés en fonction de leur capacité à réduire les prélèvements. Donc, à réparer les fuites, à sensibiliser les usagers et à sensibiliser surtout les gros usagers au niveau des collectivités. Donc ça, c'est un élément important. Après, en France, on a une particularité, c'est qu'on a beaucoup de communes, beaucoup de services d'eau, il y en a 10 000. Beaucoup de communes n'ont pas voulu fusionner avec les autres au niveau des Comcom, parfois pour des bonnes raisons, mais aussi parfois pour des mauvaises raisons. Et on se retrouve avec plein de situations comme celle que vous décrivez. Je passe beaucoup de temps, moi, avec des élus quand même qui m'appellent pour me dire mon prix de l'eau va être multiplié par 5, par 6, par 7, parce que je n'ai pas investi dans les années 2010. Donc là, en fait, c'est assez simple. Hein. Il y a besoin d'un fonds national d'investissement. On y travaille, on y pense en termes de financement, parce que le problème d'avoir plein de petits services, c'est que aussi, c'est pas très rentable dans une logique de marché pour des banques de faire des prêts pour un équipement qui coûte quelques dizaines de milliers d'euros, quoi, si je fais simple. Alors que si on arrive à créer un fonds global qui permet le financement, la mise à jour de certains réseaux, d'améliorer la qualité de l'eau, de réparer les fuites dans les zones rurales, de remplacer aussi les matériaux qui doivent être remplacés parce qu'il y a des problèmes de santé publique. On est en dehors d'une logique d'une gestion d'un service public et aussi derrière toutes les questions de santé publique. Là, on pourra avoir des investissements. Sinon, en fait, on va avoir que des banques publiques qui vont prêter, mais là, c'est un peu pareil. Elles vont se focaliser sur des gros projets et donc on va retomber sur le même projet de financement et on risque de financer certaines solutions qui ne sont pas forcément du goût de tout le monde. Donc ça, c'est une première chose sur le modèle économique. Il y a une vraie logique à changer. Après, il y a aussi quelque chose, hein, et je reviens à ce que je disais en fait sur les élus et sur la méfiance aussi qu'on peut avoir vis-à-vis de certains politiques. C'est que moi, j'ai rencontré énormément de politiques qui me disent à toute échelle, j'ai le prix le moins cher de mon département, j'ai le prix moins cher de ma Comcom, j'ai le prix moins cher de France. Je l'ai entendu des dizaines de fois. Excusez-moi, si vous avez le prix le moins cher, mais vous avez un service public de l'eau qui est pourri, je vous félicite pas. Si vous avez un prix très bas et que votre service est très bien, il n'y a pas de fuite, que vous donnez de l'eau de bonne qualité à tout le monde, super. Mais en fait, il y a eu aussi cette focalisation sur le prix en France à cause du principe de l'eau paye l'eau. L'eau paye l'eau, donc il faut que mon prix couvre, mes recettes couvrent mes coûts, que mon prix couvre mes coûts de fonctionnement, mais du coup, je vais investir le moins possible pour avoir le prix le plus bas. Ce qui me semble complètement illogique quand vous avez 50% des Français qui ne reçoivent pas de facture d'eau, 50% qui ne connaissent pas la facture d'eau. Voilà, bon. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, sur les eaux grises, il y a aussi quelque chose qui va arriver peut-être en France, et là, peut-être que ça intéressera les entreprises privées, c'est qu'on vous fasse boire l'eau de la réutilisation des eaux usées traitées, comme c'est le cas dans certains pays. Alors, non, évidemment, là, on est tous très émus, non, je vais boire l'eau de mes toilettes, sauf que quand vous prenez les sondages, il y a 50% des Français qui pensent déjà qu'ils boivent de l'eau des toilettes retraitées. Donc aucune connaissance du petit cycle de l'eau. On parlait du problème d'éducation. Donc en fait, on est prêt à la boire. Hein, voilà. Mais là, en fait, la moitié des Français est prêt à la boire. Voilà. Et puis après, il y a des projets expérimentaux sur la réutilisation des eaux grises. Mais ça se fait petit à petit, plutôt dans les nouveaux logements. Là, les constructeurs, eux, ça les intéresse parce qu'ils cherchent aussi des solutions innovantes. Mais il y a des expérimentations en cours. Nous, on a un projet de recherche en cours, justement, avec l'École nationale des ponts et chaussées, pour expérimenter et voir combien on économise vraiment d'eau en termes de prélèvement quand on utilise les eaux de la douche dans les toilettes, par exemple. Mais il y a une réflexion à avoir sur le modèle économique, je suis d'accord, il faut rémunérer la sobriété et pas rémunérer la surconsommation ou le gaspillage de l'eau. Peut-être si je peux dire un truc assez court, comme ça je le fais court, comme ça on aura de temps pour d'autres questions.
au niveau, moi j'ai pas de solution, j'ai des problèmes. C'est plutôt notre job quand on est journaliste. En fait, sur cette question du coût de l'eau, il y a aussi quelque chose qui, si on se place dans 10-15 ans, il faut avoir en tête, c'est que là on parle de différences de centimes ou de communes qui peuvent plus payer parce que leurs canalisations sont pas en bon état. En fait, ce qui va nous arriver dessus, c'est la question aussi des pollutions. Parce qu'il y a moins d'eau, elle est polluée. Moins il y a d'eau, plus l'eau qui nous reste, elle est concentrée en polluants. Et du coup, là-dessus arrive un mur d'investissement qui nous est proposé typiquement par ces grandes entreprises de traitement de l'eau, parce qu'il va falloir la traiter tout ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, à Paris, 3 usines, c'est 300 millions chacune. On a 1 milliard pour avoir de l'eau potable au robinet. Donc sur des Comcom qui seront en milieu rural, justement dans des maillages peu denses, est-ce qu'on va pouvoir payer les 250-300 millions d'eau pour la dépollution? Ça, c'est peut-être un élément à avoir en tête. Et le point là-dessus, c'est le lobby de traitement de l'eau européen qui s'appelle Water Europe demande à la Commission européenne 255 milliards d'argent public dans les 5 prochaines années pour les infrastructures de traitement de l'eau. Et quand on regarde le coût de dépollution des PFAS qui est estimé, c'est en Europe, pour l'eau, ça serait à peu près 100 milliards par an, d'après les chiffres du monde. Et les chercheurs, chercheuses qui se penchent là-dessus, à l'échelle mondiale, en prenant en compte le rythme de production des PFAS, qui fait qu'accélérer, en fait, qui ralentit pas, ils nous disent qu'il n'y a pas assez d'argent sur Terre. Donc ça résout un peu le côté comptabilité. Et donc c'est là où il faut qu'on se penche sur la question de qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Comment est-ce qu'on privilégie plutôt les actions de prévention, etc. Et de ne pas se laisser piéger dans ce débat de pour ma santé, je suis prêt à mettre de l'argent. Combien, en fait, on risque d'être très vite perdant à ce jeu-là, je pense. Peut-être un élément de réponse sur la composition des parlements hauts. En 2 mots, ce qu'on voit, c'est que les parlements de l'eau, ils sont court-circuités à 2 endroits. Donc il y a le premier qui est par le bas, dans les instances où les associations siègent. Et en général, vous le savez bien, il y a 4 personnes qui défendent l'environnement contre 40 qui défendent les intérêts économiques. Et même quand ces personnes-là arrivent à se réunir, et donc c'était le cas typiquement dans la Vilaine où il a fallu batailler pour qu'elles puissent se réunir malgré les réticences de la préfecture, etc., qui prennent une décision finalement qui dit bon, on va quand même protéger les aires de captage pour mettre un petit peu moins de pesticides là-bas. Les agriculteurs ont quand même accepté ce truc-là après des négociations, etc. Là, moratoire de Sébastien Lecornu, par post Facebook, même pas dans le journal officiel, c'est quand même important de le noter, pour dire non, on va pas faire ça. Et en fait, ça, c'est typiquement ce qu'est en train de nous préparer le projet de loi d'urgence agricole qui dit les préfets pourront déroger à un certain nombre de concertations citoyennes à ce niveau-là. Donc, en fait, c'était déjà le cas, mais de manière informelle, en fait. Là, ce qui est bien, c'est qu'il crée un cadre dérogatoire, c'est la loi de faire ça maintenant, en fait. Et donc, il faut batailler en bas et en haut. On pouvait les contester, on contestait, ça ne gênait pas. Voilà. La fois d'après, ils continuaient avec la Ce qui était le Sage-Clin, typiquement, avant, enfin... Pour une autre question. Oui, merci beaucoup. Pour revenir sur cette loi d'urgence agricole qui va nous priver d'un certain nombre de choses qu'il y avait avant, donc c'est une régression. En termes de mobilisation, la loi va être présentée le 29 juin prochain. Il y a toutes les chances qu'elle soit acceptée. Et en particulier, je pense que les députés du département ne vont pas voter contre, vu leur couleur politique. Qu'est-ce qu'il est possible de faire en termes de mobilisation pour éviter ça, de passer des compositions des commissions locales de l'eau où il va y avoir en fait moins de représentants de la société civile pour l'environnement, mais potentiellement plus de gens pour d'autres acteurs économiques, parce que finalement c'est le préfet qui finalement va dire qui va être dans cette commission. Et au niveau départemental, l'autre chose en termes de mobilisation, on a un plan de résilience eau pour le département où il y a un certain nombre de choses qui sont faites, qui sont présentées comme des solutions à court terme parce qu'il faut être dans l'urgence, mais dont on entend que c'est de la maladaptation à long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que mobilisation actuellement avec des projets qui sont en cours? Et en fait, je voudrais dire la plus grande majorité des gens qui sont dans le département n'en ont pas conscience ou ils ne sont pas forcément bien informés. Et que ce soit par des politiciens de gauche ou de droite qui se félicitent d'un certain nombre de projets parce qu'on est dans le département un exemple pour la France, alors qu'en fait, ce qui se passe dans le département est quelque chose d'exceptionnel et on n'est pas représentatif de la France. Compléter. Alors on prend une deuxième question pour compléter.
Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, alors je me permets même d'aller plus loin. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même sur une belle hypocrisie sur notre département. On nous met une Madame O. On vient de nous annoncer qu'il y avait le premier campus de gestion de l'eau durable qui allait ouvrir sur Perpignan. On parle de grands projets, dessalement, détournement de l'eau du Rhône, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a des secteurs que vous n'avez pas évoqués ici, qui sont celui du BTP et celui du tourisme. C'est-à-dire que mettre en place des projets pour avoir de l'eau qui va coûter très cher, hein, en plus, pour faire quoi? Pour remplir les piscines du futur Club Med XXL au Barcarès, d'accord, pour le golfe de Villeneuve-la-Raho, pour des projets de création de lotissements dans des communes qui ont déjà été privées d'eau au robinet. Je veux dire, il y a un moment, effectivement, la responsabilité des élus, elle est énorme. Et moi j'entends éducation populaire à aller se baigner dans l'eau parce que c'est sympa, ok. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens, pour faire face à ça, eh ben, ils n'ont pas vraiment de moyens. Et que non seulement les citoyens ne sont pas consultés au moment de ces projets, mais en plus de ça, on balaie d'un revers de main leur capacité de résistance parce que tout le monde s'en fiche pour des intérêts économiques supérieurs. Voilà. Yamina, vous avez entendu les questions sur la capacité à se mobiliser, sur les marges de manœuvre des citoyens? Oui, en fait, il faut faire. Moi, j'étais aux États-Unis au moment où il y avait eu la campagne pour Barack Obama. Et les États-Unis étaient en situation de dormance, les citoyens, un peu comme chez nous aujourd'hui. Et en fait, ils sont allés toquer à chaque porte et ils sont allés voir tout le monde, en fait. Il faut aller voir tout le monde. La question, c'est bon, ils ont fait ça. Ils ont eu beaucoup de bénévoles pour faire ce travail-là. Et donc, il faut qu'on s'organise pour que ça se produise. Et c'est difficile. Nous, on va commencer à faire des agoras de la sobriété dans certaines régions, dans 3 régions en France. À partir de là, on va apprendre comment est-ce qu'on va arriver à mobiliser plus de citoyens. Mais je pense que d'une façon générale, de ce que j'ai pu, je suis allée souvent à des réunions avec des citoyens un peu partout sur le territoire national. Et lorsqu'on parle aux citoyens de ce qui les intéresse, eux, au lieu de leur parler des millions de tonnes de CO2, vous savez ce que c'est qu'un million de tonnes de CO2? Est-ce que vous arrivez à vous représenter ce que c'est qu'une tonne de CO2? Personne n'arrive à se représenter ça. Donc ça, c'est du jargon qui n'a aucun sens pour les citoyens. Ça, c'est pas de ça qu'il faut parler, mais lorsqu'on parle des citoyens, de leur santé, de la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants, etc., et bien là, les citoyens commencent à parler et il y a beaucoup de bonnes idées qui sortent, en fait, des territoires. J'ai eu l'opportunité j'étais pas du tout dans le coup quand ils ont décidé de monter une assemblée citoyenne de la sobriété à Metz-Séville. Je suis allée uniquement à l'ouverture et je suis allée à la clôture. Et ce que les citoyens ont fait ensemble, en fait, à la fin, ils arrivent avec des recommandations, ce qu'ils aimeraient faire. Ils ne demandaient pas à avoir des bornes électriques pour leurs voitures, pseudo-voitures électriques qui vont résoudre le problème climat, etc. Non, ils ont par exemple proposé il y a un espace public de la ville ou de la région, et ils ont proposé de l'utiliser pour des rencontres intergénérationnelles. Donc réfléchir à comment garder cet espace-là ouvert. Et ça, c'est un véritable problème dans des populations vieillissantes, avec des familles, il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent pas, qui s'en sortent pas émotionnellement, matériellement, etc. Et donc, ils ont proposé des solutions qui améliorent le quotidien des citoyens, leur quotidien à eux. Après, notre rôle comme scientifique, c'est d'aider à faire de ces solutions-là, nous, on peut apporter la méthode et après à faire la traduction en termes de politique publique. C'est là où nous, on peut jouer un rôle. Et ensuite, il y a les pouvoirs publics. J'aurais aimé revenir juste par rapport à la première question, il me semble, sur le modèle économique. Le vrai problème, il faut changer de modèle économique seulement. On ne peut pas changer que le modèle économique de l'eau, que le modèle économique de l'énergie, par exemple. Il faut changer l'ensemble du modèle économique. Il faut le dire, et il ne faut pas avoir peur de le dire, que nous sommes ici à cause du capitalisme.
Il faut sortir du capitalisme pour qu'on se réapproprie nos vies. C'est ça qu'il faudrait. Et donc, on ne va pas pouvoir résoudre le problème de l'eau. Parfois, moi, souvent, je suis invitée sur les questions d'énergie, sur la question de l'énergie, juste en changeant le modèle, le business model de l'énergie. Ça ne marchera pas. Parce que, comme l'exemple là de l'eau, votre collègue précisait que dans le cas de la ville de Paris, ils ont municipalisé, mais en fait, ils sont enfermés dans un modèle beaucoup plus qui les dépasse. Et parce qu'en fait, ils n'ont pas changé l'ensemble du modèle. Et donc, ça, c'est pas au niveau de la ville, des villes que ça va se faire, mais quand on va faire convergence entre les différents territoires, ça sera au niveau national, et puis après, il y a beaucoup de choses que l'on doit faire au niveau européen. Donc oui, pour changement de modèle, mais pas juste de l'eau, ça ne marchera pas. Je vais faire une réponse plus pragmatique, plus terre à terre. En fait, là, on est dans un moment aussi de fin de mandat, de dérégulation. Parce qu'on voyait Emmanuel Macron demander 150 cathédrales industrielles et embrayer là-dessus Carole Delga qui demandait de faire des cathédrales hydriques. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est moins de consultations, aller plus vite et favoriser la réalisation de projets industriels. Donc, si ça, c'est le genre de choses qui, suite à cette discussion, ne vous convient pas. En fait, on peut faire des grands débats, etc. Mais en fait, tout simplement, c'est le truc de faire quelque chose. Et c'est un petit peu le sens de votre question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on n'a pas du tout de clé. En plus, on n'est pas prescripteur sur ce genre de choses. Mais en fait, tout simplement, le fait de se mobiliser, ça passe à plein d'échelles. Il y a du national et il y a du local. Et en tant que citoyen, citoyenne, en tant que personne qui a assisté à une passionnante journée de conférence, ça peut sembler tentaculaire, mais en fait, il y a plein d'assauts qui existent, qui sont sur le territoire. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que toutes ces assauts qui bataillent pied à pied pour protéger la ressource en eau, et c'est parce qu'en fait, il y a des retraités qui se tapent des rapports de 600 pages sur leur week-end pour aller comprendre ce qui se passe au niveau du cours d'eau local. Mais en fait, ils sont 4 à chaque fois. Donc si vous voyez que ça, c'est un sujet qui vous touche, en fait, il faut aller les aider. Ça se trouve, faites-leur le café, ça leur permettra de tenir toute la nuit et ils pourront être super efficaces le lendemain. Mais il y a plein de manières de s'engager. En fait, il y a plein d'assauts qui existent. Il y a FNE, il y a la LPO, il y a juste à côté, il y a qui se font débuter. Non, mais à chaque fois, bien sûr. Mais parce qu'ils sont... Ouais, bien sûr. Mais ils gagnent des choses. Ils gagnent des choses. Et typiquement à Montagnac, c'est parce qu'ils étaient soutenus qu'ils ont pu s'opposer à cette privatisation. Et c'est ceux qui ont aidé à faire les banderoles un week-end qui ont aidé aussi un petit peu à ça, quoi. Oui, pardon, je suis arrivé un peu en retard, donc je ne sais pas si vous avez traité le sujet. C'est un peu en dehors de ça, mais comment on explique que des pays proches comme l'Espagne, l'Italie recyclent beaucoup plus les eaux usées, puisqu'on parle de 8% pour l'Espagne et 14% pour l'Italie, et on ne parle pas de Singapour qui est le modèle, alors qu'en France on est très en retard. Alors vous l'avez peut-être évoqué, mais bon voilà, c'est juste savoir pourquoi on est aussi en retard par rapport à d'autres pays. Tout simplement parce qu'on a moins de sécheresse, qu'on a plus d'eau douce, qu'on a un pays plus humide. Bon voilà, le nord de la France reçoit quand même beaucoup de pluie, on a des canaux aussi qui permettent de transférer l'eau, donc on n'avait pas besoin de réutiliser les eaux usées traitées. Qui, si je rebondis juste quand même dessus, ont un effet positif quand on est en bord de mer, parce que plutôt que de rejeter l'eau, de l'eau traitée dans de l'eau salée, en fait, on peut la réutiliser une fois avant de la rejeter. Mais c'est pas bien partout, parce qu'il faut évidemment alimenter aussi les rivières avec des eaux usées. Et donc, c'est pas une solution universelle qui fonctionne partout quand elle fonctionne. Et on en a déjà pas mal parlé avant, on pourra en parler après. Bonjour, je profite d'avoir le micro. Moi, je voulais juste revenir, profiter qu'il y ait beaucoup de monde dans l'Assemblée, notamment beaucoup de citoyens. Alors, il s'avère que je travaille pour un syndicat alors pas de rivière, mais de nappe, donc de ressources en eau. Je voulais juste que... Enfin, vous avez dit des choses et il y a quelque chose qui m'a profondément marqué. Je ne voudrais pas que les gens partent d'ici en se disant... fermer mon robinet, c'est pas grave. De toute façon, il faut faire plus d'économies. C'est pas à mon échelle que je peux faire quelque chose. Sachez quand même qu'en 2023, quand on a eu la sécheresse, il y a eu une grosse forte diminution de consommation et on a économisé 3 millions de mètres cubes sur l'eau potable. Donc vos actions individuelles sont importantes. Et avec l'été qui approche, et même si l'état des nappes est remonté en hiver, avec l'été qui approche, voilà, continuez à avoir ce comportement-là, s'il vous plaît, pour que les nappes ne baissent pas tant qu'elles ont baissé jusqu'à maintenant. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, moi, je venais à la conférence pour entendre parler de partage de l'eau. C'est quelque chose qui est important. Et sur le partage de l'eau, avant de le partager, il faut savoir ce qu'on consomme. Autant sur l'eau potable, on sait exactement ce qu'on consomme parce que tout le monde chez soi a un compteur. Autant il y a un gros volet sur lequel on a une immense inconnue, c'est l'irrigation agricole. Et donc là, pour partager l'eau sur une donnée pour laquelle on n'a pas de connaissance, c'est un énorme problème, surtout en période de sécheresse où il faut se dire à qui on donne quoi.
Donc ça, j'aimerais que ce soit une notion qui soit diffusée à travers la France, et notamment dans vos articles au niveau national. C'est qu'on a une énorme méconnaissance des prélèvements d'eau, et quand il s'agit de faire des bilans justement des plans de gestion de ressources en eau, eh ben, on ne peut pas faire de bilan parce qu'on n'a pas cette connaissance-là. Voilà. Pas long, hein, Robin. Mais tout à l'heure, t'as vu, j'étais super rapide. Hein. Pire qu'un TGV. Ouais, du coup, tu nous parlais qu'il y a une personne sur deux qui pense reboire l'eau de ses toilettes. Je pense que c'est ceux-là qui ne vont pas voter, du coup. C'est 50% de gens qui ne vont pas voter, qui pensent boire l'eau des toilettes et tout ça. Et du coup, c'est déplorable qu'il n'y ait pas un barrage sur la Tête, la Glie et voilà, sur nos fleuves, en fait. Parce qu'en fait, nos amis espagnols, il y a très longtemps de ça, ils ont fait des canaux partout, du coup, dans le département. Et ces canaux-là, ils ne sont pas nettoyés, ils ne sont pas remis aux normes et tout ça. Et on se dit, oh, on va faire une nouvelle prison à Perpignan. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait des prisonniers partout dans le monde? On n'a qu'à les faire les canaux. Et c'est tout. Voilà, merci beaucoup. C'est pour ça qu'il fallait être rapide. Je crois qu'on peut prendre une dernière question, mais il va falloir qu'on continue sur... Non, oui, c'est peut-être pas vraiment une question. Là, je représente ici un peu le milieu universitaire. On travaille beaucoup de l'eau. Moi, j'ai encadré beaucoup de thèses sur l'eau. On travaille maintenant, je suis géologue de formation, donc c'est plutôt sur le climat, mais on travaille maintenant aussi avec des collègues comme Eric, entre autres, mais aussi des collègues, on a fait des enquêtes auprès des agriculteurs, avec des historiens ici, donc il y a toute une dimension locale qui est intéressant, mais je ne veux pas trop parler de ça parce que c'était suffisamment intéressant ce que vous avez exposé. Mais je pense qu'il y a un consensus qui est là. Il faut sortir du modèle économique. Donc ça, c'est quand même. Et moi aussi, dans mes interventions, souvent, je suis confronté. La seule façon de mesurer nos usages, c'est qu'est-ce que ça rapporte en termes d'argent. Souvent, j'entends, même pourquoi préserver l'agriculture ici dans la région, le tourisme. On a entendu les méga-projets du Barcarès et tout ça, ça rapporte 3 fois plus. Mais sauf qu'évidemment, l'agriculture a permis nos sociétés d'exister depuis 5000 ans et le tourisme des masses, ça existe depuis les années 60. Donc il y a quelque chose de nouveau à introduire. Et quelque chose que je trouvais intéressant, c'est Yamira qui l'a dit très clairement, ici le département, ça va se dépeupler. Et ce matin, on en a aussi parlé, de la migration des migrants, mais qu'est-ce qu'on fait des migrants, des PO, vers la Bretagne? Donc, il y a un changement de paradigme, je pense, qu'il faut un peu... C'est-à-dire, il faut clairement faire comprendre, si on ne fait rien ici, ce n'est pas une question combien ça rapporte en termes de bénéfices économiques. Si on ne fait rien, la maison que vous avez aujourd'hui, le terrain, la culture familiale, tout ce que vous avez, ça ne vaut plus rien demain. Il faut que vous expliquiez à vos enfants, soit on fait quelque chose, c'est-à-dire on réfléchit, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'eau qu'on a collectivement, parce que je crois que vous l'avez dans votre article, vous l'avez dit, c'est quand même la question principale. On a de l'eau, on va avoir moins de l'eau, mais il faut décider collectivement qu'est-ce qu'on veut faire avec cette eau. Et là, effectivement, je pense que c'est un changement de paradigme. Je vois un peu, si on va dire à nos enfants, désolé, la maison, l'oublier, elle ne sera plus habitable dans 30 ans. Ça change un petit peu peut-être la façon comment la collectivité peut s'approprier cette question pour changer les priorités dont on a tous compris, voilà, pour faire changer les choses. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on laisse la place. Bravo. Merci à nos intervenants. Merci Yamina. On vous dit au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre à distance. Merci à vous. Au revoir. Merci à